Bienvenue dans le Nolio Podcast. Cette plateforme d'entraînement te propose aujourd'hui une immersion dans le monde fascinant des sports d'endurance avec l'interview d'un entraîneur. Nous allons chercher, pour toi public, la diversité de ce monde en pleine ébullition de recherche de la performance physique. Alors installe-toi confortablement, sors-nous ta plus belle tasse pour déguster tantôt un café, tantôt un thé, tantôt une tisane, et laisse faire ton inconscient, ton imaginaire, pioche des idées. Rassure-toi dans tes croyances, offusque-toi des différences et n'hésite pas à nous faire un retour. Allez, bonjour à tous, on est à nouveau avec Anaëlle Aubry pour cette fois-ci la partie 2, parce que la partie 1 a été particulièrement riche. Anaëlle, rebonjour donc. Shalom, je suis en Israël, faut que je dise shalom. Et oui, alors, oui, parce que pour la partie 1, tu étais en Guadeloupe, c'est ça? Et maintenant je suis en Israël, c'est fou. Voilà, bon. Le globe-trotteur Anaëlle Aubry. Alors, tu étais en Guadeloupe pour travailler avec Pierre-Ambroise Boss la dernière fois, et là en Israël, c'est pour Pour Pierre-Ambroise Boss, on ne change rien. toujours le même, dis donc. Ça voyage, ça voyage. Anaëlle, on avait beaucoup parlé de ta philosophie sur l'entraînement, puis après on a enchaîné un petit peu les questions, et nous allions aborder, quand le podcast s'est conclu la dernière fois, la préparation physique, qui doit beaucoup t'amuser, je pense, parce que c'est quand même le terme fourre-tout. Alors toi, quand tu parles de préparation physique avec les coureurs auprès de qui tu interviens, comment tu définis ça? Waouh, je ne m'attendais pas à cette question. Tu m'as pris, à froid. Elle est très très vague. Elle est très très vague, donc je vais essayer de ne pas répondre vaguement. Écoute, elle est très très vague, mais d'un autre côté, déjà quand on aborde ce sujet, je pense qu'on a beaucoup tendance à mettre des types d'entraînement dans des familles très, je veux dire, sectarisées, sanctuarisées, je ne sais pas quel est le terme exact, mais en tout cas, voilà, l'aspect très énergétique, l'aspect très musculaire, l'aspect très nutrition, etc. Alors que, de mon point de vue, la prise en charge d'un sportif, sans même parler du sport spécifique en lui-même, je pense que tu ne me contrediras pas là-dessus, toi qui es un petit peu pratiquant, c'est que c'est une prise en charge qui doit être globale. Et donc, moi, quand j'entends prépa physique, d'après moi, sans être spécialiste de tout, il serait primordial quelqu'un qui accompagne un sportif, qui soit entraîneur, qui soit kiné, qui soit diététicien, et j'en passe d'autres, qu'il ait la capacité d'avoir des notions sur différents sujets, pour justement être le plus fin dans le suivi de son sportif ou dans la compréhension de ce que vont pouvoir faire les autres personnes qui le suivront. Donc du coup, pour finir de te répondre, pour moi, soit on parle de préparation physique comme on l'entend en France, à savoir qu'elle est très sur les aspects travail en salle. Je pense que c'est, je sais pas si c'est ce que tu entendais. Ouais, tu vois, par exemple, quand j'ai fait 2-3 saisons de cyclisme, l'hiver, c'était la préparation physique parce que de mi-décembre à mi-février, je faisais 3 entraînements en salle et puis 2 autres entraînements piste, mais qui du coup étaient aussi en salle au final. Donc Ok. là, on faisait vraiment un très très peu de volume à vélo. Et c'était une phase très cadrée de préparation physique du coup, je pense. Ouais, mais si tu veux, ce que je voulais essayer de dire, encore une fois, c'est mon point de vue, je ne peux pas dire que j'ai raison, mais c'est que si on parle de préparation physique, justement, on prépare physiquement un athlète à plein de contraintes différentes et pas simplement aux contraintes musculaires. Donc voilà. Donc après, soit on zoome, comme tu viens de le faire, sur des aspects très muscu. Et à ce moment-là, je pense qu'on parlera de travail musculaire, de mon point de vue. Mais la préparation physique, elle est très, très large. Elle va au-delà de ça. Mais si tu veux qu'on parle plus de prépa musculaire, il n'y a pas de souci. J'attends tes questions avec impatience si c'est le cas. Ah bah alors, on va aller plus du côté musculaire. Par exemple, aujourd'hui, tu suis Pierre-Ambroise Boss en course à pied. On imagine que, justement, quand il est loin d'une compétition, donc admettons, il se prépare pour les Jeux Olympiques, pour un championnat du monde, etc. Et puis, quand on est, on va dire, peut-être à 10 mois de l'échéance, il va peut-être en profiter pour soit répondre
a une problématique avec des blessures pour essayer de mieux les gérer, soit tenter de développer un peu son potentiel musculaire peut-être? Ouais, alors écoute, si tu veux, tout à l'heure, je t'entendais dire que tu faisais que l'hiver. Euh, Ah, c'était avant ça, attention. C'était avant. Ah, j'allais dire que de mon point de vue, c'était très certainement une grosse erreur. Eh oui. Mais oui, si je devais te prendre l'exemple de Pierre, même si c'est voilà, c'est une discipline, comment dire, avec beaucoup de vitesse vis-à-vis de beaucoup de gens que tu as pu interviewer qui sont plus sur des disciplines de longue distance. Malgré tout, pas oublier qu'on fasse du trail, du vélo, du VTT, d'Ironman, ce que tu veux. On va souvent beaucoup s'arrêter sur des aspects énergétiques parce que, évidemment, la majorité de notre performance est influencée par notre capacité à soutenir un effort long. Malgré tout, si on se pose 2 minutes, on se rend compte que l'énergie, on l'a fournie pour produire un effort, une action musculaire, pardon. Et donc, c'est le principe un petit peu de la voiture, si je devais schématiser, ou du tracteur ou ce que tu veux, enfin, d'une machine mécanique. Tu auras beau avoir le plus gros réservoir, être le plus économique possible, avoir un gros moteur. Si au niveau des roulements, de la taille de tes roues et du gonflement de tes pneus, c'est une catastrophe, ta grosse VO2 ne va pas te servir à grand-chose. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'un trailer, il ne va pas faire les mêmes séances en muscu que Pierre. Typiquement, c'est tout chaud. Hein. Là, on sort d'une séance. Ce matin, on a fait 2 heures et demie où c'était des gammes, de la technique, du travail musculaire, du chariot, de la vitesse. Donc, autant te dire que si un trailer fait ça, je pense que 3 jours après, il arrive à peine à marcher. Évidemment, c'est spécifique au 800. Malgré tout, le trailer, jusqu'à preuve du contraire, il met un pied devant l'autre. Et plus il sera efficace pour mettre un pied devant l'autre, moins il consommera d'énergie ou plus il sera capable d'aller vite pour la même énergie. Ça, c'est très schématique ce que je viens de dire, mais c'est une réalité. Et je ne sais même plus quelle était la question au départ, mais ce qui est clair et net, c'est que cette préparation physique, elle est essentielle pour toutes les disciplines d'endurance. Et après, évidemment, il faudra faire le point sur les besoins d'un trailer versus un cycliste, d'une part, si je devais schématiser, et ensuite les points forts, les points faibles de ton sportif. Quand tu parlais de Pierre, voilà, je pense que tu le suis un petit peu depuis quelques années. Tu dois savoir qu'il s'est pas mal baissé ces dernières années, donc il y a aussi d'autres aspects à mettre en compte, à mettre en place dans ces préparations physiques spécifiques. Ouais. Et oui, il va aller chercher un travail musculaire pour se protéger finalement. Ouais, alors après, si on doit rentrer dans les détails pour lui spécifiquement, c'est pas Non, pas juste du forcément. renfort, mais oui, il a fallu qu'on se pose des questions et je peux pas te dire que ça va. Ce serait pas du tout humble de dire on a la solution, ça va fonctionner, il va plus jamais se blesser. Déjà parce que il aura 30 ans cette année, qu'il y a eu des antécédents de blessures assez importantes. Donc, il faut être resté très humble là-dedans. Et puis, d'autre part, c'est une discipline extrêmement traumatisante. Mais ouais, on essaye de mettre en place des choses pour qu'on soit le plus serein possible quand on va commencer à mettre plus souvent de la vitesse, parce qu'on en met déjà, hein, mais quand on en mettra plus souvent et de façon plus intense. Mais toi, typiquement, là, on est sur un cas spécifique où si je te prends le 800 en lui-même, je pense qu'on connaît quand même plus ou moins bien ce qu'il faut faire à l'entrée en cours de 800, mais que dans son cas, lui, il sera toujours plus performant s'il est en bonne santé quasiment toute l'année, plutôt que simplement faire une planif basique de cours de 800. Et du coup, ce que tu disais aussi à demi-mot dans cette préparation physique, c'est que si la personne, enfin, tu vas l'adapter par rapport au sport, puisqu'on ne va pas demander les mêmes types d'efforts ou de contractions musculaires même. Et puis tu vas même l'adapter par rapport à l'athlète. C'est-à-dire qu'admettons, demain, tu dois suivre, je reprends le cas de 2 trailers ou 2 cyclistes pour partir sur un autre sport. Et finalement, tu ne vas pas leur faire la même préparation physique parce qu'ils auront tous un passé différent. Ouais, puis Tu ne vas pas arriver avec là, un plan, bon les gars, vous je êtes peux te là tous donner les deux, faites des ça. exemples concrets sans rentrer dans le secret de la préparation, mais Ouais. typiquement, je vais te donner des noms qui, je pense, parlent à tes auditeurs. Si je prends, tu vois, dans mon équipe de vélo, on avait Brian Cocard jusqu'à l'intersaison. Ah Je oui. prends ce cas parce que c'est un cas très spécifique. Je pense que maintenant, on est tous plus ou moins au fait qu'il faut faire de la muscu dans le vélo, que très souvent, ça passera quand même beaucoup par un travail de force parce qu'on s'est rendu compte que
En améliorant ses capacités neuromusculaires, on était plus économique sur le vélo, ce qui est plutôt intéressant pour des efforts de plusieurs heures, multiplié par le nombre de tours de pédale par minute. Et typiquement, si tu t'arrêtes sur un cas comme celui de Brian et que tu regardes un petit peu comment il essaye de gagner des courses, pour ceux à qui ça ne parle pas, c'est un sprinter qui fait moins de 60 kg. Donc dans le vélo, oui, il est tout petit. voilà. Dans le vélo, il manque 20 kg par rapport aux autres sprinters, si je devais imager la chose. Et donc, pour gagner des courses, sa technique, c'est souvent de se cacher derrière les gros cuisseaux et de gicler dans les dernières secondes, dans les 2, 3, 4 dernières secondes. Donc, d'être en capacité de mettre énormément de vitesse, de cadence de pédalage, et donc d'être capable de produire de la force à une haute vitesse. J'espère que je ne perds pas nos auditeurs en disant ça. Or, quand tu fais des squats en force, en 6x6 par exemple, certes, tu prends en force, certes, tu améliores ta commande motrice, mais quand tu pousses ta barre à bloc sur un 6x6, je pense que tu l'as déjà fait, tu la pousses très lentement, tu n'as pas le choix, elle est très lourde. Elle est trop lourde. Donc, gagner en force pourra avoir un intérêt pour lui. Par contre, si à un moment donné, il s'enferme que dans je vais faire de la force, de la force, de la force, quand il faudra gicler de derrière j'allais dire Greipel, même s'il n'est plus beaucoup là dans les sprints, mais bon, tu as compris le profil. Ouais, Ou d'autres, ou un Ackerman, enfin bref. Ce qui est certain, c'est qu'il risque peut-être. Gros aussi. Comment? Jacobsen. Ouais, Jacobsen, enfin le profil sprinter basique, entre guillemets. Ouais, grand, fort. Ou même un Démarre, pour prendre un Français qui est quand même très costaud, Arnaud. Oui. Bref, tout ça pour te dire que oui, si on prend le cas de Brian, sa préparation physique restera relativement générale par rapport à celle des autres, mais si tu ne fais pas attention à son cas spécifique, il risque de ne plus gagner beaucoup de courses, ou d'être moins performant en tout cas. Donc je pense que c'est vraiment important dans le cadre de la préparation physique d'essayer de comprendre ce qu'on peut mettre en place dans la prépa physique, et pas juste j'ai lu un article, le Pape Info d'Anel Aubry qui disait si tu mets un programme de force en place, tu vas gagner 1 minute aux 10 km. Je sais que c'est le titre que j'avais mis dans un article il y a quelques années, de façon très provocatrice. Ah, il faut que les gens le lisent aussi, il faut qu'ils cliquent. Il faut que les gens cliquent, ouais. Du coup, figure-toi que c'est un des articles qui a le mieux marché de mémoire voilà. sur les 150 que j'ai pu faire, ce qui est assez, moi, ce qui me fait sourire et rigoler. Alors que j'en ai dû en faire une dizaine sur la muscu, mais qui vont être parfois sur du travail de vitesse, de survitesse, de pliométrie, d'explosivité, de puissance. Tu vois, tu peux faire plein de choses différentes, de pliométrie. Je ne sais plus si je l'ai dit. Tu peux faire plein de choses différentes en muscu qui ne seront pas des années-lumière les uns des autres, mais qui zoomeront plus sur un aspect du travail musculaire, qui, en fonction du type de sport, de l'âge de tes sportifs, de leur sexe, du moment de ta planif, n'auront peut-être pas des impacts équivalents. Et pour autant, ils peuvent tous être intéressants, mais est-ce que c'est vraiment celui-là que tu dois mettre précisément pour ton sportif? Donc, bon, bref, tout ça pour dire que je suis à fond, comment dire, je suis hyper d'accord avec toi sur les bienfaits de la préparation physique pour nos sportifs d'endurance, mais que, de mon point de vue, c'est important d'aller un petit peu comprendre ce qu'il y a derrière chaque grand type de famille pour être collé aux besoins de notre sportif. Ouais, du coup, tu vas l'individualiser à un maximum. Tu vas pas dire, toi, vu que tu fais du vélo, janvier et février, tu vas faire ça, ça, ça et ça, etc. Quoi, tu vas aller chercher. Alors, le coureur te dit, ouais, mais moi, j'aime bien le tour. C'est où là que BNB justement avait bien marché, là, le tour de. Ah, j'ai perdu le nom. Le tour du Rwanda. ouais. Du coup, il faut être performant en janvier, quoi. Donc tu vas la décaler, des choses comme ça. Pour nous, maintenant, il faut surtout être performant au Tour de France, maintenant que ça fait 3 ans qu'on y est invité. Je crois qu'on ne s'est pas trop mal comporté. L'année dernière, c'était bien. C'était bien les 2 premières années. Là, ce sera la 3e. En tout cas, par rapport à notre budget, c'était plutôt très bien, je pense. Non, après, je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire. Évidemment, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Si en face de toi, tu es un sportif d'endurance qui n'a jamais fait autre chose que courir ou pédaler, j'ai envie de te dire que déjà qu'il fasse juste du renfort, ça va le faire progresser, ça va le renforcer, il sera plus endurant musculairement, etc. Tout en essayant d'être ultra progressif, parce que l'autre erreur qu'on pourrait faire, c'est tiens, encore une fois, j'ai lu un article d'Anel Aubry qui me dit de faire de la force, sauf que j'ai jamais été sous une barre de squat, qui m'a dit de faire de la force. J'ai l'impression que j'ai de la force dans les cannes, donc je vais mettre 100 kg sur le dos.
Sauf qu'en fait, j'ai aucune mobilité, j'ai aucun gainage du tronc et je vais faire 3 séances et j'aurai mal au dos et je vais pas être très efficace et ce sera peut-être pas optimal. Donc voilà, je pense qu'il y a malgré tout certains de vos auditeurs qui font pas de la muscu tous les jours, en tout cas depuis des années. Voilà, qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Ce que j'ai dit, c'est peut-être plutôt pour l'étape d'après. La base, ce serait déjà d'en faire, de le faire de façon progressive, de façon intelligente, et de sortir un petit peu de son activité si on ne fait que de la course à pied ou du vélo, par exemple. Ouais, donc encore une fois, c'est individualisation, individualisation. Ouais, bah, pour le coup, oui, tu as raison. Là, pour le coup, c'est de l'individualisation. Si quelqu'un n'a fait que courir dans sa vie, ce serait peut-être intéressant d'aller voir d'autres choses parce qu'encore une fois, quand il court, et le meilleur exemple, c'est, je sais plus à qui je disais ça il y a quelques jours, justement. Je crois qu'on en parlait d'ailleurs là avec le groupe de Pierre. Euh, Tu sais, moi, quand je travaillais à l'INSEP, il y a le bois de Vincennes juste à côté. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un des gros espaces verts au cœur de Paris. Ah, ça Donc, court beaucoup là-bas. voilà, donc forcément, les Parisiens, quand ils veulent courir, ils n'ont pas 36 000 options. Donc, le bois de Vincennes en est une. Et avec la mode du trail, du marathon, etc., bah, tu vas avoir beaucoup de gens s'entraîner là-bas. Et forcément, quand tu sors de l'INSEP dans un contexte où tu as 600 sportifs de haut niveau et que tu arrives au bois de Vincennes, bah, tu vois beaucoup d'amateurs courir. Et je suis désolé pour le cliché, mais on verra beaucoup d'athlètes d'endurance amateurs rentrer les mêmes séances que des élites. Je sais pas, des 30-30, des 1000 mètres, des 400 VMA, ce que tu veux. Hum. Sauf que souvent, ce qui va tout de suite te frapper, c'est leur mauvaise efficience, leur mauvaise technique de course, et que du coup, ils ne sont pas du tout efficaces. Et pour autant, ils rendent des séances hyper dures au niveau intensité. Et de l'extérieur, tu te dis peut-être qu'il faudrait, et peut-être que c'est le cas, hein, je ne peux pas savoir pour tous, mais peut-être qu'il faudrait passer un petit peu plus de temps à aller faire un peu de technique, un peu de vitesse, un peu de muscu, un peu de renfort, un tout petit peu moins d'intensité du coup, et il y a de grandes chances que vous progressiez énormément de cette façon-là. Oui, c'est ça que j'allais te dire, c'est l'image que j'ai donnée il y a quelques jours. Je crois que tu n'as pas d'enfant, hein, Hugo, on en avait parlé l'autre fois. Non. Mais, Enfin, en tout cas, je ne suis pas au courant. bon, peut-être que tu seras mis au courant bientôt. Mais non, l'exemple que j'avais donné, c'est moi quand j'étais gamin et qu'on faisait des crosses scolaires, donc à des âges où on ne fait pas encore d'athlé, on va dire vraiment primaire, début de collège. Souvent, ceux qui arrivent aux premières places vont dire waouh, celui-là, il court comme un camion, il est hyper efficace, il est beau à voir courir. Et je pense que si tu leur fais un test de VO2, ils seront peut-être pas meilleurs que ceux qui arrivent derrière à cet âge-là. Et du coup, ce qui va le différencier des autres, c'est que techniquement, c'est hyper fluide, hyper beau, hyper efficace. Et c'est souvent ce qu'on retrouvera quand on teste des athlètes de haut niveau versus des amateurs bien entraînés. Il n'y aura pas forcément énormément de différence sur des aspects purement cardiovasculaires, échanges gazeux, etc. Il pourrait y en avoir, hein, mais pas forcément autant qu'on penserait. Par contre, si tu commences à tester leur technique de course, leur économie de course, leur efficacité, leur efficience, souvent on va se rendre compte que l'athlète élite, il est hyper bon là-dedans. Et ce qui est assez fou, d'ailleurs, c'est que, alors ça, c'est des données qu'on a depuis 25-30 ans, hein, on s'est rendu compte que quand tu prends des classements, alors ça avait été beaucoup fait, par exemple, en triathlon il y a 25-30 ans. Alors, c'est un peu vieux, hein, mais c'est des choses que moi, j'ai pu retrouver par la suite. Tu pouvais discriminer, alors il y a des cas spécifiques, hein, mais tu pouvais discriminer le classement. Enfin, tu trouvais plus facilement la discrimination d'un classement d'une Coupe du Monde en regardant l'efficience de course plutôt qu'en regardant le niveau de VO2 parce qu'au niveau, personne n'a une mauvaise VO2. Par contre, bizarrement, celui qui est en tête, souvent, il est hyper efficace et donc forcément, il est plus facile pour tenir un 10 bornes à plus de 20 à l'heure sur un triathlon. Il est beau à voir courir. À l'œil, c'est ce qu'on voit souvent. Mais ce qui est parfois pas complètement vrai, parce que, enfin, oui, il est beau, mais il faut aussi qu'il soit économique, évidemment. Ce qu'on voit quand on regarde le marathon à la télé, on a le groupe de tête qui court à un petit peu plus de 20 km/h. Et si on ne sait pas ce que c'est courir à 20 km/h, on se dit, tiens, ça a l'air vachement facile parce qu'il n'y a rien qui bouge. Ouais, et tu sais que justement, quand je te parlais de test VO2, tu sais, sur un test VO2, on cherche les seuils notamment.
Je pense que ça parlera à beaucoup de tes auditeurs quand je dis ça. Les seuils ventilatoires. Voilà. C'est ça. Le Le moment 1 et le 2. C'est ça. Le moment où on commence à avoir besoin du système anaérobie lactique parce que l'aérobie ne nous suffit plus et qu'on commence à ventiler un petit peu pour gérer ça. Donc, sans faire un cours de physio. En gros, l'allure marathon semi, allure 10 bornes, si je veux schématiser. C'est très large ce que je viens de donner, mais comme ça parlera peut-être plus aux gens. Et oui, ce que je voulais te dire, c'est que ces études qu'il y a eu pas mal sur le sujet quand tu parlais de la préparation physique, où on s'est rendu compte que des gens qui s'entraînent pas mal depuis des années, qui sont très impliqués dans leur entraînement, souvent quand on va leur mettre en place des programmes de renfort sur des choses qu'ils n'ont pas forcément fait avant, donc voilà, s'ils n'avaient jamais fait de force, s'ils n'avaient jamais fait de plio, s'ils n'avaient jamais fait de vitesse, etc., souvent ils vont gagner sur ce côté efficacité dont on parlait juste avant, notamment dans ce qu'on appelle, désolé, mais je vais le vulgariser, la préactivation neuromusculaire. Donc, en gros, la capacité de son cerveau à anticiper ce qui va se passer pour ton pied au sol si on parle d'un cours à pied. Ce sera la même chose pour un cycliste à chaque coup de pédale. Et plus il sera efficace dans cette commande motrice, plus il sera moins de temps son pied passera au sol, par exemple, pour un cours à pied. Donc, moins de temps ton pied passe au sol, plus moins tu consommes, évidemment. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que ces coureurs à pied, souvent, alors les études dont je pense, c'est en course à pied, mais il y en a aussi eu en vélo ou en natation. Ils n'ont pas forcément amélioré leur taille de moteur, donc leur VO2 max, mais en étant plus efficients, ils ont dit quel est leur seuil. Donc, je ne sais pas, si on prend un coureur à pied qui a une VMA à 18 et des seuils à 12 et 16, je vais faire simple, sa VO2 max n'a pas augmenté, mais ses seuils, par exemple, sont passés à 13 et à 17. Et donc, de façon un petit peu basique, on va se dire que sa VMA est passée à 18,5 ou 19. Mais tout simplement parce que comme il est plus efficient, ça lui demande moins d'énergie qu'à des allures sous-maximales. Donc, le coup de main de la filière lactique arrive plus tard. Et donc, forcément, un petit peu tout se décale. Mmh. Et oui, du coup, ces zones-là, il va les décaler pas forcément parce qu'il a travaillé à très haute intensité, mais parce qu'il a gagné de l'économie dans le geste. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus faire de haute intensité, évidemment. Oui, tu peux faire les deux. Tu peux faire les deux, mais ce qui est sûr, c'est que d'autant plus que je pense que beaucoup de tes auditeurs sont des gens adultes. Enfin, j'imagine. Oui, je pense. J'imagine. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où on est adulte, sauf si on ne faisait pas de sport d'endurance avant, mais en tout cas assez rapidement, quand on va faire des séances de haute intensité, et c'est très schématique encore ce que je vais dire, parce que ce n'est pas vrai à 100%, on va surtout essayer de faire en sorte que sa VO2 max ne baisse pas au fil des années. Et oui. Il ne faut pas se dire, là, je vais la monter, je vais la monter, je vais la monter. Non, tu vas la monter si tu ne faisais rien avant, que tu étais dans ton canapé, évidemment. Mais assez rapidement, tu vas buter à ce niveau-là et c'est physiologique, c'est comme ça. Il y a des âges où on la développe, il y a des âges où on essaye de la maintenir. En tout cas, qu'elle ne baisse pas trop. Ça reste un point de la performance essentiel dans les sports d'endurance. Et donc, se buter à faire 36 VMA par semaine, ça ne va pas forcément apporter grand-chose. On va plutôt essayer de la maintenir. Et donc, venant de ce principe-là, si tu ne peux faire que essayer de la maintenir ou qu'elle ne baisse pas trop, moi, j'aurais tendance à penser que du coup, plus tu seras efficace, plus tu seras bon dans ta discipline, sans forcément avoir énormément augmenté ton moteur. Tiens, et du coup, une autre question me vient, Anaël. Est-ce que un sportif vieillissant va être un sportif qui va passer plus de temps justement sur de la préparation physique? C'est marrant ce que tu me dis, parce que c'est le dernier article que j'ai envoyé à l'EPAP qui ne l'ont pas encore sorti. Je te jure, je me suis posé la question parce que j'y réfléchis pas. C'est pas que je manque de sujets, mais je vais sur des sujets qui ne sont pas les miens et ça m'intéresse énormément pour ma culture G. Puis parce que j'y ai aussi. Et oui, effectivement, là où tu as raison, c'est que. Alors là, si on part vraiment sur des masters, tu vois, des gens qui commencent à prendre un petit peu d'âge. Mais je pense qu'il y a beaucoup de masters qui font du sport, évidemment. En cyclisme, on a Alejandro Valverde, il a 42 ans, non? Ouais, ça doit être un truc comme ça, ouais. En foot, on a Ronaldo, quel âge il a? Peut-être plus 36. Il ne doit pas être loin de ça non plus, mais pas très loin, je pense. Ouais. Buffon, qui a été gardien de l'Italie jusqu'à 40 et quelques. Ouais, c'est des âges de master en course à pied, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et oui, c'est à partir de 35 ans. Ouais, c'est bientôt pour moi.
Mais oui, là où tu as raison, c'est que quand on va chercher des études sur le sujet, pardon, bah, visiblement, ce qui va déconner de plus en plus déconner, hein, excuse-moi l'expression, mais c'est comme ça, c'est le U inversé, on n'y peut rien. C'est justement beaucoup ces aspects neuromusculaires. Alors, quand on monte vraiment en âge, on le voit, il y a notamment une fonte musculaire, hein. Mais au-delà de la fonte musculaire, il y a aussi de moins en moins de capacité à recruter du muscle. Donc, entre ce qui se passe entre le cerveau et tes muscles, les muscles que tu sollicites. La fonte musculaire, un peu comme la VO2, hein, on peut essayer de la limiter par du travail en salle, notamment avec des charges, ou en faisant des répétitions avec un petit peu moins de charge. Mais finalement, si tu ne bosses pas aussi ta commande motrice, donc ta capacité à recruter assez rapidement du muscle, donc c'est tout ce qui est travail de vitesse, travail de pliométrie, travail d'explosivité. Bah, si déjà tu perds du muscle et qu'en plus tu perds beaucoup en commande motrice, bah, tu risques de devenir de moins en moins efficace dans ta discipline, sans même parler d'un sprinter, hein. Donc, en tout cas, la science nous suggère qu'il y aurait tout intérêt à ce que des masters passent un petit peu plus de temps sur ces aspects-là pour rester efficaces sur ce qu'ils vont perdre physiologiquement assez naturellement. Encore une fois, il y a des cas individuels, hein. Là, tu as raison, c'est qu'il ne faut pas se dire à tel âge il va se passer ça. Mais malgré tout, de façon assez générale, c'est le cas. Donc je pense que carrément, hein, si tu as des auditeurs qui commencent à être un petit peu âgés, il ne faut pas se dire, là, je suis un petit peu vieux, la muscu, ça me fait un peu peur, etc. Encore une fois, il faut y aller de façon progressive. Et si on n'en a jamais fait, on ne te demande pas de pousser 100 kilos au squat tout de suite. Déjà, travaille musculairement, on va monter les charges tranquillement. Mais carrément, carrément. Ok, bon, bah, joli tour d'horizon pour cette prépa physique. Tu vois, la question n'était pas désintéressée parce que j'arrive sur les 30 ans. Donc, on sent, Encore on 5 sent ans. on sent que des fois, tu vois, il y a une récupération qui coince un peu. Anaël, bah, toi qui as beaucoup de vécu, hein, tout de même derrière toi, Ouais. comment tu fais encore aujourd'hui, ou peut-être que tu n'y arrives plus, non, je rigole, pour progresser dans ton domaine d'expertise? Ah non, je suis arrivé tout en haut, du coup, j'y arrive plus. Non, je déconne. Ouais, t'es le Non, boss non, du non. game. J'ai touché les étoiles. Non. Très, très bonne question, je pense. Déjà, je pense que quelqu'un qui pourrait te dire ouais, franchement, je maîtrise tout, je suis le dieu du monde, je Ça demande à le n'existe rencontrer. pas. En plus, tu fais plusieurs sports, toi. Voilà, donc bon, après, ça, c'est parce que c'est ma passion de me lancer des défis et que j'aime, comment dire, j'aime le challenge. Mais, mais au-delà de ça, voilà, je pense qu'il y a tellement de choses à aller voir, à creuser que honnêtement, je pense que c'est pas possible. Après, je pense déjà, il y a pas un chemin. Si je devais te répondre honnêtement, faut sortir un petit peu du côté, enfin, de mon point de vue, ce que je trouve très intéressant avec les contenus qu'on fait comme aujourd'hui. Et tu vois, j'écoutais aussi un autre podcast d'une autre personne, pas plus tard qu'hier soir. C'est que je trouve que ça peut nous renforcer dans ce qu'on fait, ça peut nous, on peut se dire, oh, mais moi je suis pas d'accord avec lui, je pense que c'est plutôt comme ça, etc. Enfin, en tout cas, ça nous, tu vois, quand j'utilisais le mot challenge tout à l'heure, je pense que c'est plutôt le cas. Il faut surtout pas écouter, si je veux prendre mon exemple, écouter le podcast d'Annelle Aubry et à la sortie se dire, waouh, c'était super intéressant, je vais tout mettre en place. Non, non, il faut avoir un esprit très critique. Et je pense que c'est le meilleur moyen de continuer à progresser quand tu parlais de ça. C'est d'accepter déjà qu'on n'est jamais arrivé. Tu m'entends bien? Je vois que tu touches ton oreille. Ouais, je t'entends bien. L'écouteur bouge, je le remets. Ouais, et du coup, bah déjà, je pense qu'il n'y a pas un seul chemin pour réussir dans le sport. Tu vois, je ne sais plus si on en avait parlé la dernière fois, hein, mais pendant 2 Olympiades, j'ai bossé avec Philippe Lucas. Philippe, il a arrêté l'école à 15 ans, il a 0 diplôme d'entraînement, et pour autant, je pense pouvoir dire que c'est un des, si ce n'est le meilleur entraîneur en termes de coaching que j'ai croisé. Et il s'est fait sur le tas en testant des choses, en faisant des erreurs, en essayant de comprendre. Alors avec sa compréhension à lui, hein, il ne sera pas capable de le faire de façon un peu scientifique comme je l'ai fait ici. Pour autant, quand tu essaies de comprendre comment il entraîne, pourquoi il réadapte, comment il réadapte, bah, c'est ultra proche, pour ne pas dire que c'est la même chose que tout ce dont on a discuté tout à l'heure.
Tu vois, si on va reprendre l'exemple de la préparation physique, quand il est arrivé dans l'eau libre, il y a beaucoup qui l'ont pris pour un fou quand il a commencé à leur faire de la force, de la vitesse, du lactique, alors que les mecs allaient nager 2 heures. Sauf que, il avait une idée derrière la tête et visiblement, il s'était pas trop trompé quand il est passé à l'eau libre. Donc voilà, je pense que c'est un très bon exemple. Et du coup, encore une fois, je pense que ça dépend du profil de chacun, de ce qui nous anime. Tu vois, moi actuellement, je pense que je passe un tout petit peu moins de temps à aller me renseigner sur des aspects théoriques qu'avant. Je vais plus aller chercher des aspects très spécifiques liés au projet dans lequel je suis actuellement, ou d'aller un petit peu plus loin sur des sujets qu'on ne penserait pas, comment dire, directement raccrochés à notre discipline. Tu vois, des fois, je vais aller lire des trucs dans le foot, dans le rugby, etc., pour aller un petit peu plus, enfin, pas plus loin, mais pour aller chercher des choses auxquelles on ne pense pas forcément, nous, sportifs d'endurance, et inversement. Peut-être que les autres font l'inverse. Mais ce que je voulais te dire, c'est que moi, dans mon job au quotidien, depuis 10 ans, finalement, j'aurais beau avoir peut-être, c'est très présomptueux, j'allais dire les reins solides sur des aspects théoriques. Si je ne suis pas du tout bon dans les aspects humains, sociaux, etc., ça ne marchera jamais parce que depuis 10 ans, mon job, alors c'est un peu différent avec Pierre, mais depuis 10 ans, mon job, c'était finalement d'être un petit peu comme un consultant et de venir conseiller, comment dire, accompagner des sportifs, des entraîneurs sur des aspects spécifiques, de la nutrition, de l'entraînement, de la récup, de l'attitude, ce que tu veux. Et donc, finalement, on pourrait se dire, si tu le prends dans l'autre sens, si la personne a de l'ego, elle pourrait se dire, il va venir remettre en cause certaines pratiques que je mettais en place parce qu'il va me dire ce que je dois faire, ne pas faire, faire autrement. Et donc, même si je ne le fais pas de façon manipulatrice, hein, mais tout doucement, j'ai dû développer des compétences, et pas tout seul, hein, pour faire en sorte que mon message puisse passer, puisse être compris, puisse être accepté, et que, confiance venant, on puisse aller de plus en plus loin sur des sujets qui n'étaient pas forcément mis en place, pas essentiels, pas compris, etc. Donc tout ça pour te dire que plus ça va, plus je me rends compte que maintenant l'une de mes nouvelles passions, c'est d'aller creuser justement des aspects un petit peu plus sur des aspects managériaux, sur des aspects entrepreneuriales, etc., etc. Et on pourrait se dire mais c'est à des années-lumière de la haute performance. Sauf que si ton athlète de haute perf, tu lui dis un truc, ça rentre dans une oreille, ça ressort par l'autre, et que tu reviens un mois après et qu'il ne met rien en place, c'est bien que tu aies fait un beau PowerPoint, mais je ne suis pas sûr que ça va fonctionner. Ah oui, finalement, tu as été très bon, mais vu qu'il n'a pas assimilé, ça n'a servi à rien. Ouais, et je pense que c'est souvent une erreur qui peut être produite. C'est que certains experts, c'est pas leur expertise qui est remise en cause, c'est plutôt leur capacité à ce que les gens s'imprègnent de leur expertise. Mmh. Et je pense qu'ils vont peut-être parfois, j'allais dire enlever un peu d'expertise, c'est peut-être pas juste ce que je veux dire, mais y aller step by step sur l'expertise. Par contre, faire en sorte que le fluide, entre guillemets, enfin le lien, il se passe bien et que la confiance vienne de plus en plus. Et je pense comme quand tu parles beaucoup avec des entraîneurs, je pense qu'un entraîneur, sauf si tu appliques bêtement et méchamment ce qu'il te demande, je ne suis pas sûr que sur le long terme ce soit la bonne méthode, ce sera important qu'il y ait une relation de confiance entre les deux et d'échange pour que sur le long terme, tout le monde progresse des deux côtés. Ouais, c'est un petit peu ce qui ressort avec la plupart des entraîneurs qu'on a eu sur le Nolio Podcast font de l'entraînement à distance, qui est quand même aujourd'hui vraiment bien ancré dans les mœurs. Et ce qu'ils disent, c'est que quand même, ils essayent de trouver des moments dans l'année pour se retrouver avec leurs athlètes, que ce soit par groupe ou par individualité quand ils habitent pas très loin. Et qu'à chaque fois, c'est quand même à ce moment-là que ça passe pas forcément des caps, mais qu'on sent qu'il y a des choses qui sont mieux, quoi. Anaël, on n'a pas trop parlé littérature. Est-ce que tu as des ouvrages qui t'ont marqué un petit peu ou alors justement des ouvrages que tu te permets de lire maintenant,
que tu recommanderais à nos auditeurs, pour que ce soit dans le monde de l'entraînement, ou peut-être si tu es parti un peu sur la nutrition, tout ça, voilà, des livres sympas à lire. Ouais, alors, je vais te dire plusieurs choses qui me passent par la tête. Il n'y a pas forcément d'ordre précis, je n'avais pas réfléchi, enfin, je ne savais pas que j'aurais cette question. Je vais déjà dire quelque chose pour s'il y a des étudiants qui nous écoutent et qui sont des stapiens, par exemple, et qui, voilà, le job que je fais au quotidien, c'est un job qui se démocratise de plus en plus. Pour faire le lien avec ce que je t'ai dit juste avant, je vais te raconter une anecdote. Quand j'ai soutenu ma thèse à l'INSEP, mon directeur de thèse s'appelle Yann Lemeur, donc je pense que ça parle à certains de tes auditeurs. Il y a notamment une application qui est beaucoup téléchargée par les entraîneurs, YLM Sport Science, j'en reparlerai après, qui est une application de vulgarisation scientifique, tu sais, avec plein de petites infographies. Je ne sais pas si ça te parle. Oui, oui, oui. On en voit pas. C'est souvent relayé sur les réseaux sociaux. Voilà, donc c'est ça. Avec le petit bonhomme blanc, c'est ça, hein. C'est ça. Donc Ouais. on va dire que Yann, on peut dire clairement que c'est mon mentor, hein. Pendant 5 ans, j'étais avec lui jour et nuit. Donc tu comprends un petit peu mieux pourquoi j'ai ce profil-là. Et quand j'ai soutenu ma thèse, donc classique, hein, tu fais ton truc pendant plusieurs heures, tu as tes félicitations du jury, machin. Donc moi, je suis trop content. J'ai eu les mentions, je sais plus quoi, enfin la mention d'applaud, je sais même plus comment l'appeler à l'époque, ça n'existe plus maintenant. Maintenant, tu as ou tu n'as pas ta thèse. C'est un peu dommage d'ailleurs, mais bon, bref. Et donc, ton directeur de thèse, c'est lui qui fait le dernier commentaire. Et sur le moment, je ne l'avais pas très bien pris, parce que je l'ai pris au premier degré. Et ce qu'il dit devant tout le monde, c'est j'espère que maintenant, Annelle passera un petit peu plus de temps à lire des articles scientifiques et un petit peu moins de temps à lire l'équipe. Mais bon, c'était sur le ton de la boutade parce qu'on était devenus amis, hein, évidemment, après tant d'années. Et je pense que c'était juste pour faire le lien avec ce qu'on disait avant. Maîtriser et creuser la théorie, je pense que c'est de toute façon la base de tout entraîneur qui a fait des diplômes. En 2022, on est obligé de passer par des diplômes. Pour autant, voilà, encore une fois, ce qui est important, c'est de bien comprendre ce qu'est le sport, ce qu'il y a dans le sport, comment s'imbriquent les différents champs de performance dans le sport, qu'il n'y a pas que des aspects purement entraînement, de construction de séance. Donc bref, je lis l'équipe tous les jours. Ça te fait peut-être sourire, mais je pense que c'est, en tout cas de mon point de vue, c'est important pour bien comprendre le sport, les sportifs, les entraîneurs, etc. Donc ça me prend du temps. Ah bah oui, mais non, c'est 1 heure par jour, ça. Ouais, j'ai souvent beaucoup de retard, donc au bout d'un moment, j'abandonne. Mais bon, bref, parce qu'en plus, je suis à l'ancienne, je lis sur le journal. Donc avec Et les il voyages, faut c'est le encore plus trouver en compliqué. plus. Ah ouais, du coup, à l'étranger, c'est une catastrophe, donc je ne lis plus pendant 2 semaines, là, donc je vais devoir en relire en venant. Bon, bref. Et bon, Ah, je voulais juste te tu vas dire rater des cet trucs. aspect-là, parce que un bon étudiant, il ne faudra pas qu'il ait seulement des bonnes notes à l'école. Je pense que c'est important, parce que quand il va se retrouver sur le terrain, il va se faire manger tout cru sinon. Et inversement, je pense qu'en 2022, tu ne peux pas te limiter à lire l'équipe, inversement. Bon, bref. Du coup, je te parlais de l'application d'Yann. Je pense que si certains entraîneurs ou athlètes ne sont pas abonnés pour ce que ça coûte, je crois que c'est moins de 2 € par mois. Donc, honnêtement, c'est pas lui faire de la pub que de vous y abonner, hein. Je pense que ça coûte moins d'une équipe, mais 1 fois par mois. Donc, ça devrait aller. Mais bon, pour ceux qui ne connaissent pas, l'idée, c'est que Yann, au moins 5 fois par semaine, vulgarise sur une diapo. À la base, on faisait ça sur des diapos avec Yann quand on était à l'INSEP. C'est juste que maintenant, c'est encore plus visuel. En gros, sur un écran de smartphone. Il va vous chercher les 5 minimum 5 études importantes pour quelqu'un qui travaille dans le monde du sport, donc qui soit, encore une fois, kiné, entraîneur, prépa physique, diététicien, ce que tu veux. Et du coup, pour moi, ça ouvre aussi cette vision globale et de se dire, tiens, c'est marrant, aujourd'hui, c'est un truc sur le foot. Je travaille dans le trail, il n'y a rien à voir. Par contre, tiens, ils ont creusé un aspect auquel je ne pensais pas forcément et ça me fait un petit peu penser à quelque chose. Je vais essayer de creuser le truc. Et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'à la base, c'était qu'en anglais et comme ça marche plutôt bien, il le fait en plusieurs langues maintenant et ça existe aussi en français. Donc, vous n'aurez pas d'excuses. Donc ça, pour moi, c'est le point numéro 1. Mais je crois que j'avais écouté 1 ou 2 podcasts, on en avait parlé la dernière fois, et je crois que tu as beaucoup d'entraîneurs qui maintenant lisent aussi des vraies études scientifiques, enfin des vraies, celles qui ne sont pas vulgarisées.
Donc, évidemment, pour moi, l'étape d'après, c'est d'aller un petit peu plus loin que ce que fait Yann, et ce serait le premier qui a à vous le dire, hein, malgré qu'il ait démocratisé son application, que ça marche plutôt bien. Ce qu'il vous dirait, c'est de surtout pas prendre pour argent comptant l'interprétation que lui fait d'études scientifiques, parce qu'encore une fois, une étude, ça demande d'aller plus loin que le petit résumé qu'on trouve en première page, et d'aller comprendre… Presque pas le lire des fois. Comment ? Il faut presque pas le lire même des fois, sinon après tu es un peu biaisé quand tu lis l'étude. Bah ouais, enfin c'est pas ça, c'est que si tu veux, forcément, enfin, je sais pas si tout le monde est au fait de ce qu'est un article scientifique, mais le but du jeu c'est quand même de publier. Donc déjà, forcément, dans un monde universitaire où il est important de publier, attention, encore une fois que je dise pas ce que je pense pas, mais forcément, tu as mécaniquement, comment dire ça, tu vas peut-être orienter la lecture de tes lecteurs potentiellement. Or, si tu prends le temps de lire tout l'article qui fait plusieurs pages, bah, tu vas pouvoir comprendre quelle était la population, quelle était la construction du protocole, je sais pas, si on prend je sais pas, une étude sur de la récup, ok, plutôt que de juste voir le titre où ça me suggère que les bains froids, c'est bien à la sortie d'un ultra-trail, j'invente totalement ce que je dis. Ok, quelle était sa population d'ultra-trailer? Est-ce que c'était des hommes? Est-ce que c'était des femmes? Est-ce que c'était homogène? Est-ce que c'était hétérogène? Ok, ils me disent que c'était un trail, mais est-ce que c'était vraiment un trail? Ok, mais le bain froid, qu'est-ce que ça veut dire? Combien de temps il a fait après le trail? Enfin, tu vois, plein de choses qui vont pouvoir te faire prendre du recul. Puis quand tu vas commencer à y prendre goût, tu vas dire, ok, ça m'intéresse le sujet. Alors, bain froid post-trail. Oh la vache, il y a déjà 20 études qui ont été faites sur le sujet. Donc, je vais lire les 20 et je vais commencer à me rendre compte que sur les 20, il y en a 10 qui sortent un peu comment dire, de mon contexte. Donc, je vais peut-être moins m'y intéresser. Je vais essayer de faire un résumé des 10 autres, etc., etc. Et donc là, je vais énormément améliorer ma capacité critique. Mais en même temps, je vais être peut-être encore plus précis sur un sujet que j'avais l'impression de maîtriser, mais où j'avais juste lu un article pape d'Anel Aubry. Donc en fait, je ne le maîtrisais pas forcément. C'était peut-être la vision d'Anel Aubry. Et peut-être qu'il n'avait pas raison, parce que je ne peux pas dire que j'ai raison sur tout, et même peut-être sur rien. Bon, bref. Donc je pense que ça, c'est l'étape d'après, encore une fois. Et puis après, tu me parlais d'ouvrages. Alors des ouvrages, j'en lis pas beaucoup, pour dire la vérité. Pour plein de raisons, hein. La première, c'est que je passe déjà beaucoup de temps à lire des articles scientifiques et tu dois voir un peu mes cernes sur l'image. Je manque un petit peu de temps pour pouvoir tout faire. Les derniers bouquins que j'ai dû lire, ça doit être ceux d'Alistair McCoy, l'ancien capitaine des Blacks, qui était un capitaine extraordinaire pour ceux qui suivent le rugby et qui maintenant intervient dans beaucoup de conférences sur les aspects leadership, managérial, coaching, etc. Et c'est hyper intéressant. Bon, par contre, c'est en anglais, je suis désolé. Donc, je lis beaucoup en anglais. Donc, je suis désolé si certains ne lisent pas l'anglais. Malgré tout, pour faire le lien avec ce que j'ai dit avant, si vous ne parlez pas anglais et que vous voulez progresser sur des aspects entraînement, le gros avantage, c'est que… Alors moi, pour le coup, je parle très mal anglais. Par contre, je suis capable de lire et d'écrire de l'anglais, tout simplement parce que une fois que tu as pris le temps de noter tous les différents mots que tu retrouves régulièrement dans des aspects perf, sciences, etc., tu te rends compte que tu peux presque créer ton monde de l'anglais, des sciences du sport et de l'entraînement, et que les mêmes mots, les mêmes phrases vont tout le temps ressortir, et que sans être bilingue, tu es tout à fait capable de lire de l'anglais. Et c'est pas pour dire que les Anglais font mieux. Ça, c'est quelque chose de très français, hein. Moi, le premier qui parle mal anglais, avant, je me disais tout le temps, ouais, mais ça fait chier, moi, je veux des trucs en français. Ouais, sauf que quasiment toute la planète parle en anglais. Donc, forcément, si tu sors un petit peu de l'aspect franco-français, tu vas pouvoir t'ouvrir à beaucoup plus de choses en anglais, sachant que logiquement, beaucoup de gens qui sont plutôt bons en France publient aussi en anglais. Donc tu ne devrais pas louper grand-chose. Voilà. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur des ouvrages? C'est des ouvrages qui n'ont rien à voir avec l'entraînement, donc on va les oublier. Ça peut être récréatif aussi, hein, une belle biographie. Alors, je ne sais pas si c'est récréatif, mais le dernier bouquin que j'ai lu dans l'avion, c'est La pensée blanche de Lilian Thuram, donc je ne suis pas sûr que ce soit récréatif. Je ne sais pas si ça parle à certains. Il parle de quoi là-dedans? Il parle voilà, ça part très très loin là. Il parle de pourquoi
voilà, tu m'as lancé sur un sujet, là, c'est terrible. Il parle de. En fait, c'est Lilian Thuram, je ne sais pas si tu suis un peu, il est à fond Il sur est la pas place mal des engagé, Noirs. non? Ouais, Voilà. ouais. Et donc, si tu veux, il a fait un travail de revue de littérature, donc, comme en sciences, pour essayer de comprendre, avec tout ce qui s'est passé dans la confrontation un peu blanc-noir, les colonies, etc., pourquoi parfois on a des clichés qui restent en nous, même pour des gens comme nous deux, peut-être, qui ne jugeront pas racistes et qui ne sommes pas racistes, parce que nos ancêtres et nos parents, nos grands-parents, il se passe encore beaucoup de choses il n'y a pas si longtemps que ça qui font que. Bref. Donc, tu vois, là, c'était plus de la culture G. Ouais, Mais c'est ça intéressant. m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup. Et sinon, ouais, comme je te disais, le dernier podcast que j'ai écouté, je le conseille peut-être à tes auditeurs. C'est des potes qui s'appellent Training Therapy. Je ne sais pas si ça te parle. Des kinés. Alors, je ne connais pas celui. Je connais pas. Alors, c'est des kinés, c'est des mecs que j'ai eu dans ma formation de prépa physique. C'est deux mecs qui ont un cabinet de kiné, qui sont assez influents sur Instagram, d'ailleurs. Et ils ont lancé un podcast depuis quelques semaines. Et le dernier qu'ils ont fait, c'est Major Movement. Je ne sais pas si ça te parle. C'est un kiné Ouais, qui traite beaucoup lui, la je le tête. connais par contre. Voilà. Et pour le coup, moi, je trouvais ça super intéressant parce que je crois que tu as pas mal d'entraîneurs qui vont écouter tes podcasts. Parce que justement, c'est quelqu'un qui a quand même plutôt réussi. Hein, il a 1 million de followers, il passe à la télé, etc. Et moi, je trouve ça plutôt intéressant parce que pas tant qu'il faut tous qu'on réussisse, hein, mais plutôt quel a été son parcours et qu'est-ce qui l'a amené vers ça. Des notions de travail, d'abnégation, etc. etc. Et tu vois, typiquement, quand tu me disais qu'est-ce que tu lis, qu'est-ce que tu regardes, Anaël, ça peut-être te faire sourire, hein, mais t'écoutes du rap ou pas, Hugo? Ouais, un petit peu, ouais. Un petit peu? J'ai de tout dans mon MP3, j'ai quelques T'as de tout? morceaux. Tu vois, là, je vais loin, hein, mais moi, des trucs qui m'inspirent beaucoup, tu vois, c'était récemment des interviews sur France Inter, je vais très loin, hein, de gens comme Damso, comme DJ Snake, qui sont des Français et des Belges, en l'occurrence, hein, dans le désordre, qui ont plutôt réussi dans le monde de la chanson. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que finalement, que tu parles de sport, de chansons, de littérature ou de ce que tu veux, de kiné, on parlait de kiné juste avant, finalement, il n'y a pas un chemin tout tracé. Par contre, c'est quand même des gens qui sont plutôt passionnés. Je pense que c'est le cas de tous les gens que tu as interviewés. Sinon, ils ne seraient pas autant impliqués dans l'entraînement. Des personnes qui s'occupent plus d'eux que de leurs concurrents, je pense. Parce que pour moi, il ne faut pas se dire c'est des concurrents, il faut que je sois meilleur qu'eux, etc. Non, déjà, occupe-toi de toi, sois bienveillant avec les autres, sois humble, bosse. Et puis, il n'y a pas de raison que les choses ne se passent pas bien dans ton travail. C'est juste que ça prendra plus ou moins de temps suivant ton parcours, suivant l'endroit d'où tu viens, suivant les gens que tu croises. Mais il n'y a pas de raison que tu t'éclates pas dans ton boulot si tu es passionné, si tu es bosseur. Voilà. Donc, je pense que j'ai un peu bifurqué par rapport à ta question, mais j'ai fait exprès de sortir du monde de l'entraînement parce que je pense que j'ai rien à apprendre aux gens si je leur dis alors tu veux faire du HRV, va faire ça. Tu veux faire de la muscu, va écouter ça. Voilà, encore une fois, je pense que si on cherche un peu, on va tous aller lire et regarder les mêmes choses. Voilà, il n'y a pas non plus des choses qui sortent de je ne sais où dans le monde du sport. Ça serait voilà, encore une fois, on fait que du sport. Toi qui côtoies pas mal de coachs, Anaël, avec ton métier de consultant, pour amener justement l'athlète à aller chercher la plus grosse performance possible, comment tu dirais que ce métier de coach a évolué ces dernières années pour ceux qui entourent l'athlète? Tu parles à haut niveau? Oh bah oui, tiens, tant qu'à faire. Parce que du coup, je peux pas me permettre de. Enfin, entre guillemets, c'est pas que ce soit mieux à haut niveau ou à plus bas niveau. Hein. Je pense Mais toi, tu que. côtoies plus le haut niveau. Voilà, c'est pour ça que je voulais dire ça. C'est que je ne veux pas me permettre de parler de ce que je ne connais pas au quotidien, de ce que je ne. Bah, justement, parle-nous du haut niveau parce qu'on a eu d'autres entraîneurs qui, eux, en Ouais. fait, n'avaient que des sportifs qui
qui étaient là pour développer un peu leur potentiel, mais voilà, de Ouais. manière tout à fait tranquille, en gardant le travail, la famille, tout ça. Donc, allons-y sur le haut niveau. Ce qui a beaucoup évolué, c'est que, en plus, si on parle plutôt de nos sports qui sont des sports d'endurance, plus ça va, plus ça se professionnalise, entre guillemets. Pas tant qu'ils n'étaient pas pros et sérieux avant, hein, mais simplement que moi, j'ai connu des structures d'entraînement où l'entraîneur devait tout faire, comme chez les amateurs, finalement, où, et encore une fois, c'est pas négatif de dire ça, hein, mais c'est une question de moyens, tout simplement. Si déjà ton club peut payer un entraîneur comme salarié, c'est déjà énorme. Et donc, dans les petits sports qui sont les nôtres, plus on avance, plus finalement ça se structure comme dans les clubs pro type Sportco. Et donc, on va aller chercher des gens qui sont très spécialistes d'un ou plusieurs sujets. Donc, la vraie nouveauté, elle est de plus en plus ici. Et aussi parce que tu te doutes bien que même si ce n'est que du sport, c'est très concurrentiel. Et que, tu vois, alors, anecdote, t'aimes les anecdotes, je sais ça, Hugo. Je suis en Israël, il y a 2 jours, je suis au mur d'alimentation à Jérusalem, improbable hein, l'histoire. Ouais. Et je tombe en visite, c'est notre jour off, et je tombe sur Marc-Antoine Olivier et Océane Cassignol. Donc, je passe ça par là à tout le monde, mais Marc-Antoine, il est 3e au jeu à Rio, au 10 km au libre, il est 2 fois champion du monde. Océane Cassignol est championne du monde du relais en 2017. Donc, bref, c'est les gens avec qui je suis plus parti en stage, je pense, pendant ma carrière. Et depuis 1 an, ils s'entraînent dans un groupe en Italie, qui est le groupe de Peltinieri. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais qui est le recordman sur 800, 1500, qui est le plus gros palmarès 800, 1500 en natation, pour citer qu'une personne du groupe. Et voilà. Et donc, alors que j'étais en touriste, on s'est mis à parler entraînement, forcément. Et Et je ne les avais pas croisés depuis la prépa des derniers Jeux. Et depuis, je ne bosse plus avec l'eau libre. En tout cas, je m'implique moins qu'avant. Et voilà, tout ça pour te dire qu'ils sont dans une structure fédérale italienne où moi, quand je les croisais en stage il y a quelques années en Sierra Nevada, les Italiens, il y avait des entraîneurs de spécialité. Souvent, parce qu'ils étaient en altitude, il y avait quelqu'un de mon profil, mais qui était plus là sur des aspects gestion de l'altitude, mais que pour l'altitude. Et là, ils m'ont décrit une structure où il y a quelqu'un pour gérer la nutrition, quelqu'un qui est là pour gérer leurs soins, quelqu'un qui est là pour gérer des aspects plutôt physio. Il y a un prépa physique, il y a un entraîneur. Enfin voilà, encore une fois, on est très proche de ce qu'on connaît dans un club de foot ou de rugby. Alors que ce n'est que de la natation, entre guillemets. Mais parce que on est dans un monde où le but du jeu, c'est de passer, si tu es italien, c'est de battre les Allemands et les Français, par exemple. Donc, si certains se structurent, on va aussi essayer de se structurer. Donc voilà, ma réponse, je pense que je ne peux pas t'en donner d'autres. C'est là où il y a le plus gros changement, très clairement. Et donc, au-delà de ça, l'entraînement, pour moi, il n'a pas forcément évolué tant que ça. Quelqu'un qui dirait qu'il a inventé une séance en 2022 qui ne se faisait pas en 2016, j'y crois peu quand même. C'est peut-être plutôt qu'il ne la connaissait pas ou qu'il ne l'avait pas encore vue. Par contre, à haut niveau, évidemment, cette structuration fait que soit on va passer à côté de moins de choses, par exemple des aspects de fatigue, de la prise en compte, je sais pas, de plus précise des règles chez les femmes. Quand on parlait d'individualisation tout à l'heure, en n'étant pas tout seul à gérer 20 athlètes, peut-être que ce sera plus facile d'individualiser. Peut-être que l'entraîneur va devoir tout gérer, il ne pouvait pas tout maîtriser. Peut-être que tout à l'heure, tu parlais des blessures. Forcément, s'il y a un kiné dans le staff, pour ne citer que lui, et le prépa physique, on sera peut-être meilleur dans la prévention des blessures. Donc, s'il se blesse moins, il s'entraîne plus. S'il s'entraîne plus, logiquement, il sera meilleur. Je ne sais pas, on parlait de diète tout à l'heure, de nutrition, plutôt dire nutrition diététique. Parce que la diététique, c'est de la macronutrition et la nutrition, c'est de la micronutrition. Je pense que tout le monde a compris la différence. En gros, la nutrition, c'est la diététique, c'est qu'est-ce que je dois mettre de façon globale dans mon assiette, quelle quantité de protéines, quelle quantité de glucides, etc. Alors que la nutrition, elle sera plus spécifique à la personne que j'ai en face de moi. Est-ce que j'ai un cancéreux à l'hôpital ou est-ce que j'ai un sportif de haut niveau? Ça, c'est de la nutrition. Et donc, forcément, si quelqu'un maîtrise des aspects de nutrition, on sera peut-être plus fin et plus précis dans ce qu'on doit lui mettre dans son assiette ou en ravitaillement.
pour à la fois qu'il soit plus efficace à l'entraînement, pour qu'il récupère mieux, pour qu'il se blesse moins, pour qu'il enchaîne mieux, etc. Et donc voilà, pour moi, la vraie nouveauté est dans tout ça. Et je veux juste te rajouter un truc, Hugo, parce que je vois que tu as envie de lever la main. Non, C'est que, non, non, j'avais cru. C'est que tous ces aspects qui s'ajoutent autour de l'entraînement, il y a vraiment quelque chose qui est important aussi à comprendre, peut-être pour des étudiants que ça passionne. C'est que tout ça, de mon point de vue et de l'expérience que je peux avoir, ça doit arriver après la base. Donc la base déjà pour un sportif, c'est de bien s'entraîner. Je dis ça parce que souvent on a, je pense, beaucoup tendance à se dire waouh, la diététique, ça va me faire progresser de fou et en plus, c'est facile à mettre en place. Et oui, mais Est-ce que, s'il n'y a pas eu voilà, la bonne impulsion avant. est-ce que tu fais déjà ce qu'il faut en place dans ton entraînement, dans la Mhm. gestion de tes charges d'entraînement et ensuite, quand on parlait de macronutrition tout à l'heure, déjà, est-ce que avant de vouloir manger le gel qui sera le plus précis par rapport à ton Ironman, est-ce que déjà tu dors bien, tu manges bien, tu t'hydrates bien, tu t'entraînes bien, tu t'écoutes bien, quelque chose d'important. On en parlait, je crois, la dernière fois, il me semble. Ça me revient un petit peu. Donc voilà, juste pour dire que cette structuration qui se fait au niveau, je pense qu'elle redescend aussi à plus bas niveau. On est de plus en plus impliqué sur d'autres choses que l'entraînement, même quand on est amateur. Et ne pas oublier que la base, c'est d'être. Quand on parlait tout à l'heure de prépa physique, moi, si tu me dis j'ai un trailer qui fait aucune prépa physique, alors que je vois bien que ce qui fait que ça pète à chaque fin de trail, c'est que musculairement, il n'en peut plus, avant qu'il sache s'il vaut mieux prendre le gel A ou le gel B, peut-être qu'il faut qu'il fasse un peu de muscu. Mhm. Ah, il y a des ordres de priorité. Ouais, après, je ne peux pas te dire à chaque fois lequel est le plus important que l'autre. Encore une fois, ça dépend du contexte. Mais je pense que c'est important de tout mettre sur une feuille, de tout mettre sur la table avant de se dire moi, j'ai envie de faire ça. Non, mais est-ce que tu crois que c'est vraiment ce dont tu as besoin? Ouais, Si tu fais le point et que visiblement, c'est ce dont tu as le plus besoin maintenant par rapport à tout ce que tu faisais avant, ok, pas de souci, on y va. Souvent, j'aime bien dire que quand tu es dans une performance un peu longue distance, tu as plein de curseurs comme ça. Et selon les individus, tu en as, ils sont hauts, d'autres, ils sont bas. Et toi, tu es comme un DJ sur une tablette de mixage. Ouais. Faut que tu vas essayer de tous les monter. Et celui qui est très très haut, tu ne peux pas trop le pousser. Du coup, tu vas aller chercher celui qui est un peu plus bas, c'est plus facile à monter. Par exemple, tu prends un gars qui s'entraîne bien et tout, mais bon, il est quand même vachement porté sur la fête, tout ça. Puis une semaine sur deux, le gars, il fait une nuit blanche en boîte. Alors, est-ce qu'on va aller titiller un pouillem de VMA ou est-ce qu'on va essayer de le raisonner pour qu'il sorte un peu moins? Est-ce que tu parles de toi, Hugo? Hein? Non. Non. Fut un temps, oui, mais non. Trop vieux maintenant. Anaël, tant qu'on est dans la blagounette, ma question préférée maintenant. Voilà. Quelle est ta plus grosse erreur en tant que coach? Enfin, ou quand tu as dû donner des. Si. Alors, je suis pas sûr là de te sortir une anecdote précise. Belle Pour le boulette. coup, Allez, allez. faudrait que je me pose et que je réfléchisse et que je la retrouve. Au pire, je te l'enverrai par message et tu remettras en audio à la fin. Mais Le bonus. bonus. Non, la plus grosse boulette pour moi, c'est en tant qu'entraîneur, vraiment entraîneur, c'est d'être pris par l'enjeu. Par l'enjeu. Et quand je te parle de l'enjeu, c'est La date? non, enfin la pression du résultat, même à plus bas niveau, je pense, dans le sens où j'essaye d'expliquer ce que je veux dire, mais qui n'est pas simple à expliquer, mais de ne pas prendre le temps de se poser. Exemple typique. La dernière fois, je me souviens qu'on parlait des notions de fatigue. Voilà, tu fais ta planif, tu as ton travail dans un mois, c'est plus très loin, pas trop se louper sur l'entraînement. Ce soir, j'ai une séance de VMA, elle est hyper importante, celle-là. Par contre, Faut mon qu'elle athlète, passe. faut qu'elle passe. Par contre, en fait, je crois qu'il n'a pas très bien dormi. En plus, il a un début de crève. Mais bon, cette séance, elle est trop importante, il faut la faire. Et voilà, moi, je pense que les boulettes qu'on reproduit trop souvent quand on est entraîneur, c'est d'oublier la personne qui est en face de nous
que ce soit sur tout ce qu'on a dit, mais pour plein d'autres choses aussi. Et donc, soit de faire passer une séance quand il faut surtout pas la faire passer, ou d'oublier, je sais pas, il revient de blessure, ça fait un mois qu'il n'a pas couru, je fais telle semaine d'entraînement, mais ça devrait passer, c'est des trucs qu'il a toujours passé. Ben non, en fait, c'est les principes de l'entraînement. Si tu n'as pas couru depuis un mois, on va pas le faire courir tous les jours, en tout cas pas de la même façon qu'avant. T'as beau être un grand champion, tu repars quand même avec un peu de... Bah, très clairement, très clairement. Et justement, là où tu as raison, c'est que tu parles de grands champions. Quand on parle de sport, et encore plus là sur des sports de course à pied où il y a des aspects mécaniques traumatisants. T'as beau être un grand champion, t'as beau avoir passé des séances très dures. À un moment donné, quand tu as été dans ton canapé pendant un mois, comme Monsieur Tout le Monde, ça sera trop traumatisant pour toi d'aller sur la piste au bout de 4 jours. Tu as les mêmes tendons, même cartilage, même fascia que les autres, quoi. Même si ils sont habitués à recevoir plus, il faut quand même les remettre gentiment à l'œuvre. Du coup, je t'ai pas donné de boulette anecdote, je suis désolé. Mais si ça me revient, je te l'enverrai en vocal et tu pourras l'ajouter en fin de podcast. Un joli vocal, on verra si on a le bonus ou pas. Du coup, question inverse maintenant, la fois où tu as été le plus fier d'une performance, d'une réussite d'un des athlètes que tu as eu sous ta coupe. Je dirais les championnats du monde 2017 d'eau libre, où on finit première nation mondiale. Après la déception de Rio en plus. Hein. Après la déception de Rio, même si de mon point de vue, enfin, si je dois me placer dans le contexte d'Aurélie Muller, pour ceux qui ne savent pas, qui fait 2, qui est déclassée. Qui a fait 2e. On va aller voir l'Intérieur Sport si vous ne le savez pas. C'est un des plus gros buzz d'Intérieur Sport d'ailleurs. Deux des plus gros succès d'Intérieur Sport, c'est Axel Raymond et Aurélie Muller. C'est quand même dingue. Bon, bref. Mais bon, sportivement, elle fait 2. Juste pour ceux qui n'ont pas l'histoire en tête. Elle avait touché un peu au niveau d'une bouée, elle avait touché sa en fait, les Brésiliens, en gros, l'arrivée en eau libre, c'est dans un espèce de chenal. Enfin, on appelle ça un chenal. C'est des bouées qui sont en entonnoir. Donc, on met des cordes au fond pour amarrer le chenal, évidemment. Ils ont été bons, les Brésiliens, c'est que les cordes, les mettre vers l'extérieur, ils ont mis vers l'intérieur. Donc, Aurélie, devant, il y a Sharon qui est championne olympique, qui a de l'avance. Bref, je passe cet épisode. Et elle arrive au sprint pour la deuxième place. Elle arrive au sprint avec une Italienne, une Brésilienne. La Brésilienne comme par hasard. La Brésilienne est lâchée. Donc déjà, la Brésilienne est sûre de faire 4. Et Aurélie, en gros, grosso modo, les bras de l'Italienne sont au niveau de ses jambes. Donc, en gros, c'est plié. Il n'y a aucune raison qu'elle lui repasse devant, l'Italienne. Parce qu'elle se retrouve en face d'une corde. Donc forcément, en face d'une corde, tu n'as pas trop le choix. Si tu es sur la gauche, tu te décales à droite. Donc, elle passe du sprint à l'arrêt pour se décaler à droite, donc forcément elle monte sur l'italienne. Et donc elle touche. Elle fait quand même 2. Et après je passe les épisodes suivants parce que ce serait pas très intelligent de ma part, mais juste dire que l'italienne n'a jamais porté réclamation. Et oui. À l'inverse de la brésilienne, alors qu'elle était 4e et sûre d'être 4e. Donc je pense que vous avez tous compris la suite. Et que ça ne s'est pas trop fait dans les règles, et je vais m'arrêter là. Mais il y en a qui ont gagné un peu d'argent ce jour-là. J'en ai déjà beaucoup trop dit. Mais bon, bref, pour moi, elle fait 2. Marc-Antoine fait 3. On n'avait que 2 nageurs sélectionnés au jeu. Marc-Antoine, il fait 3 il y a 18 ans. Un an avant, personne ne le connaît. À 400 mètres de la ligne, ils sont 20 à pouvoir gagner. Ils sont 20 sur une largeur. Il fait 3, course majestueuse. Et donc, l'année suivante, mondiaux à Budapest, on part à 7 nageurs. On prend 6 médailles, dont 4 en or. Donc, en gros, on n'a une seule course sans médaille sur une course où il y avait assez peu de chances qu'on ait une médaille, sur 25 km féminins. Et depuis, on en a pris sur le 25 km féminin, mais à l'époque, on n'avait pas ce qu'il fallait en stock légitimement pour avoir une médaille. Ça a changé ensuite. Et donc, on fait une prépa une nouvelle fois en Sierra Nevada. Là, on se préparait tout le temps à 2340 mètres d'altitude, si je ne dis pas de bêtises. Et quand je te parlais tout à l'heure des aspects sociaux, humains avec le coaching, en Sierra, je suis avec
Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, Patrick Dreano et Eric Boissière. Eric qui est décédé depuis. Ah oui, Euh, il était triathlète, non? du tout, du tout, du tout. Non? Ah, je confonds alors. Je confonds. Eric, qui est un entraîneur de Rouen, qui a formé quasiment toute l'équipe de France d'eau libre des 2 dernières Olympiades. Pas toutes, hein, mais une grande partie. Qui a nagé, qui a formé plein de sprinteurs par le passé, qui ont été en équipe de France. Donc, bref. Mais pour te les situer, Patrick et Eric, c'est un peu le même profil que Philippe. Donc forcément, ils ne donnent pas leur confiance en 2 minutes. À l'ancienne, Et quoi. ils sont très à l'ancienne. Bah, Eric, il fumait du cigario dans la piscine, donc c'était pas mal, quoi. Ah, ça, c'est un bon coach, ça. Piscine fermée. Oh putain! Il avait pas le droit déjà, hein, Ouais, mais si personne ne dit en qu'il n'a pas le théorie. droit, il le fait. Oui, Hein. oui, 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 oui. Mais bref, mais bon, super coach, 2 super coachs avec qui j'ai énormément appris de choses. Donc, quand tu dis très à l'ancienne, oui, mais ultra bon. D'ailleurs, Patrick, ça va peut-être parler à certains. Avant, il était entraîneur national du triathlon à l'époque de Fred Belob, de Stéphane Poula, etc. Alors, peut-être à certains, ça commence à être vieux. Fred Belob, ça te parle, Hugo? Non. Bon, bah, tu iras réviser tes classiques quand on raccroche. Tu taperas Fred Belob sur Google et tu verras qu'avant Vincent Luis, d'autres personnes ont gagné des Coupes du Monde en triathlon. Et Fred Belob en a gagné. Ah oui, mais j'étais jeune et je ne regardais pas ce sport avant. Il était pas trop médiatisé. Tu sais, c'est surtout depuis que l'équipe 21, elle a mis un peu des. Elle s'est mis un peu à retransmettre que je me suis pris de passion pour ça, mais avant, c'était assez inconnu pour moi. Et donc, bref, mon histoire est très très longue, C'est mais vrai. donc c'est très très long. On a une grande partie des nageurs qui sont des nageurs de Philippe. Sinon, il n'y a que Logan Fontaine qui était nageur d'Eric. Et le rôle de Patrick, qui était cadre technique de la FFN à l'époque, donc il était entraîneur national d'équipe d'eau libre. Le manager, c'est Stéphane Leca. Quand on partait en Sierra, parce qu'il avait beaucoup d'expérience de l'altitude, notamment quand il travaillait avec le triathlon, Fred Belobre, etc., c'était de gérer les athlètes de Philippe en altitude. Donc, en gros, c'est Philippe qui envoie les plans et c'est Patrick qui gère sur le terrain. Et l'un de mes principaux jobs en Sierra Nevada, c'était de contrôler les aspects altitude, donc sur de la nutrition, sur de la récup, etc. Mais avant tout, d'être dans l'échange avec les entraîneurs sur des effets de fatigue, sur des aspects immunitaires, sur des aspects récup, etc. Et donc, d'être tout le temps dans l'échange avec eux pour leur dire attention, là, je crois qu'il y a un warning qui s'allume parce que peut-être qu'on doit faire d'autres choses. Et alors, ceux qui me connaîtront l'anecdote parce que c'est une anecdote que je donne souvent en cours quand je parle de tout ce dont on a parlé la dernière fois sur la gestion de la fatigue. Mais donc, ce qui est cool, c'est que sur 2 Olympiades, j'ai toutes les charges d'entraînement des nageurs de l'équipe de France d'eau libre, donc à la fois leur volume, leur intensité, etc. Et c'est le stage en Sierra Nevada où on a le plus adapté l'entraînement. Donc, en gros, on a le plus changé des séances. Pour autant, c'est le stage où on a fait le plus de volume et le plus d'intensité quand moi j'étais là. Et du coup, bah, pour le coup, pour moi, de mon point de vue, je dis une de mes plus belles réussites. Je n'ai pas réussi tout seul, en l'occurrence. En tout cas, une de mes plus belles émotions parce que bah, je pense pouvoir considérer que la réussite qu'on a eue au championnat du monde est notamment liée à ça. Parce que si on avait des athlètes qui avaient pris le mur, bah, ils n'auraient peut-être pas été très performants au championnat du monde. Et puis, bah, évidemment, là où tu as raison, c'est que Aurélie avait très bien lancé les championnats du monde en gagnant le 10 et en faisant 2 du 5, si je ne dis pas de bêtises. Ça commence à être vieux. Mais forcément, c'est de mémoire, elle doit prendre le titre sur la deuxième course. Donc, quand tu sais ce qui s'est passé un an avant, effet booster de fou. Et puis, bah, l'apothéose à mes yeux, c'est le titre qu'on prend au relais parce que bah, c'est la conséquence de tout le travail collectif. Sachant que c'est un relais où Stéphane fait le choix de ne pas aligner Lara Grandjean et David Aubry. Donc, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, hein, mais David Aubry, il est médaillé mondial sur 800. Lara Grandjean est multi-médaillée en bassin. Sachant que le relais, c'est 4 fois 1250. Donc, tu aurais tendance à penser qu'il vaut mieux mettre Et des gens du oui, bassin. et plutôt mettre des gens du cours, quoi, entre guillemets. Et il les remplace par Océane Cassignol, qui a 16 ans, qui est nageuse d'eau libre pure, et Logan Fontaine, qui a 17 ans. Les deux étaient champions du monde junior. Ils n'avaient pas du tout les références chronométriques des deux autres. Coup de poker.
Et puis, course de relais, donc sachant que c'est un relais où tu n'es pas obligé de mettre Enfin, tu sais, en triathlon, tu dois choisir tes relayeurs, mais les sexes sont déjà définis. Oui. En Ouais. eau libre, tu alignes dans le sens que tu veux. Ouais, en VTT, tu avais ça aussi en Coupe de France. Ouais, Sauf que tu ne sais pas ce que mettent tes adversaires, tout le monde ouais, dépose bien la même sûr. heure. Et du coup, c'est énorme parce que la fois là, on fait tout l'inverse de nos adversaires en termes de sexe. Et pour te raconter la course très vite, Océane, elle a le relais en même temps que Bruni, qui est la fille qui avait fait derrière Aurélie au JO. Elle est, Ouais. Italienne. je ne vais pas te donner le nombre de secondes de retard dans un bassin parce que je m'en souviendrai plus, mais en tout cas, elle est à des années-lumière de Bruni en termes de référence chronométrique. Mhm. Et pour ceux que ça intéresse, les aspects motivationnels, vous tapez Stéphane Leca, briefing, relais, championnat du monde 2017. Vous allez voir c'est quoi un vrai briefing. Ah, Et t'as la vidéo sur YouTube comme les équipes de je crois que c'est rugby un peu. Dailymotion, elle doit encore exister, j'imagine. En tout cas, il retourne la tête à Océane, qui est un bulldog, qui est une vraie nageuse d'eau libre dans le sens où très bonne tacticienne et très forte dans la tête. Mhm. Et elle passe le relais devant Bruni. Improbable. Et derrière c'est Logan. Et Logan, il garde le leadership en termes si tu fais la comparaison homme-femme, etc. Hein. Et derrière, Aurélie, elle a juste à maintenir et Marco a fini le travail et champion du monde. Improbable. Enfin, improbable, non. Mais en tout cas. Ah ouais, Et fallait que puis, toutes les. des très belles émotions parce que tu as des gens comme David et Lara où tu pourrais te dire, ouais, mais attends, ils doivent être dégoûtés de ne pas être là. Et on avait un tel collectif Ah, ils étaient dans le truc, quoi. dans l'organisation que Stéphane les avait missionnés pour des choses qui peuvent peut-être paraître des petites choses, mais David s'était levé à 5 heures du matin pour reconnaître le parcours, pour donner des conseils aux autres, alors qu'il aurait pu dire moi je ne suis pas dans l'équipe, s'ils sont médaillés, je ne serai même pas médaillé, je suis dégoûté. Ah ouais, tu peux leur dire, c'est bon les gars, oh, vous m'avez pas pris, moi ce matin je dors. Lara, elle mettait les tatous aux autres, enfin bref, Euh, c'était, tu vois, j'en ai encore des trémolos quand je t'en parle. ah ouais, mais ça, et puis ça donne la niaque aux autres, tu vois, de voir qu'on se mobilise pour eux. Et derrière, si je ne dis pas de bêtises, c'est le premier titre mondial de Axel Raymond qui est monstrueux. Ok, bah c'est une belle anecdote ça, pour le coup. Faudra que tu retrouves pour la boulette, hein, si c'est du même acabit, on la veut absolument. Anaël, maintenant, donc, question peut-être qui va avoir moins d'intérêt avec toi parce que tu as l'habitude de coacher du haut niveau, enfin, d'encadrer en tout cas du haut niveau. Si tu aurais comme ça le choix, tu es Dieu, c'est toi qui choisis, c'est toi qui décides. Qui est-ce que tu rêverais d'entraîner, de conseiller, de Wow. modifier un peu sa prépa, ou tu vois, des choses comme ça? C'est toi qui décides, un sportif dans le monde, tu décides. Celle-là, il faudrait que tu me les envoies à l'avance, ces questions-là. Ah ouais, il faut que ça revienne, faut que ça vienne un peu du cœur, tu vois, il faut que ça soit instinctif. Ouais, il faut que ce soit instinctif. Wow. Je sais pas, Euh, peut-être un sport que tu n'as pas fait, ou alors un gars, alors, tu le vois à la télé, tu te dis, mais c'est pas possible, il y a un truc qui va pas, tu as une idée. je vais pas te dire Pierre, sinon ça va faire fan, hein, évidemment. Euh, mais non, non, par contre, je vais pas te dire Pierre, mais en réalité, le 800 et le 1500, ça me passionne. Pourquoi? Parce que d'un point de vue, tu vois, tout à l'heure, quand je disais des fois, attention à la théorie, il ne faut pas faire que de la théorie. Il y a quelque chose que je trouve hyper challengeant dans le 800-1500. Je pourrais presque ajouter le 400 si je devais faire les extrêmes, dans le sens où c'est trois disciplines qui demandent de travailler les trois filières énergétiques toute l'année, si je devais être assez grossier, qui sont très traumatisantes. Donc, si je devais être très grossier, où tu peux juste te dire t'inquiète, c'est des bornes à vélo, il ne va pas se blesser. Je suis très schématique quand je fais ça, évidemment. Mais bon, je pense que les auditeurs comprendront. C'est des disciplines où, quand tu parlais tout à l'heure d'aspect préparation physique, tu es obligé d'être quand même plutôt très précis sur ces aspects-là et de plutôt bien les maîtriser.
Et honnêtement, du coup, je suis ultra content d'être dans ce projet parce que je ne m'étais jamais dit un jour je vais entraîner sur du 800-1500. Mais pour autant, quand Pierre m'a contacté avec son équipe, alors j'aurais pas dit oui pour ça, hein, mais le premier truc que je me suis dit, c'est ah ouais, c'est une discipline où j'ai déjà pensé à plein de trucs parce que quand je donne mes cours sur des aspects énergétiques, musculaires, etc., c'est toujours des disciplines où j'alerte mes étudiants sur le fait que, attention, c'est hyper complexe comme discipline et il n'y aura pas qu'un chemin possible. Il va falloir maîtriser plein de choses. Donc bref, voilà. Et après, par rapport à ta question, je t'avouerai que, alors du coup, tu parlais de, pas forcément au niveau, mais tu vois, quand tu parlais de grand champion tout à l'heure, moi, ce qui m'a toujours alerté, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, bref, qui m'a toujours alerté, bon bref, c'est le fait que quand tu fais le point sur de très grands champions, donc tout à l'heure, tu as cité un Cristiano, moi, je pourrais te citer une Serena que j'avais croisée à l'Académie Oui, quand j'y au étais, tennis, ouais, Serena au Williams. tennis. Mais on en a d'autres en France, hein, peut-être un Teddy Riner, et, bon, bref. C'est des champions où, quand tu commences à pouvoir les voir ou les côtoyer, tu te rends compte que c'est pas juste une image, ce côté. Tu vois, j'avais vu Djoko aussi à l'Académie qui était très fort là-dessus, où c'est des sportifs qui ont clairement un truc en plus et c'est pas dans le physique. Mais si souvent de l'extérieur on va se dire ah ouais, Serena elle frappe la balle comme une mule, Djoko il défend comme un dingue. Moi, ce que j'ai toujours remarqué, tu vois, Teddy, pour bien connaître son prépa physique historique, même s'ils ne travaillent plus ensemble depuis quelques mois, du coup, bref, je connais un petit peu de l'intérieur. Ça reste des sportifs qui ont, sur des aspects mentaux, sur des aspects implication au quotidien, qui ont clairement des choses en plus. Tu vois, Djoko et Serena, si je devais te citer que deux parce que je les ai vus au quotidien, quand ils étaient à l'académie, ils arrivaient 1 heure avant tout le monde. C'est très cliché ce que je vais te dire, mais ils arrivaient 1 heure avant tout le monde, ils repartaient 1 heure après tout le monde. Parce qu'ils avaient des routines d'échauffement liées à plein de choses, qu'ils avaient des routines de récup liées à plein de choses, et qu'en fait, quand tu mettais tout bout à bout, à part manger et dormir, ils faisaient pas grand-chose d'autre. Tu vois, c'est ce que j'ai pu retrouver aussi chez un Vincent Luis quand il a fait la grosse bascule vers le niveau de performance qu'on lui connaît depuis quelques années. Pas tant qu'il n'était pas impliqué avant, hein, Vincent, hein, mais je pense que là-dessus, il a compris et mis en place certaines choses qui font que en fait, les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Mais la capacité mentale à accepter ça toute l'année, pendant des années, je pense vraiment que c'est pas donné à tout le monde. Et du coup, pouvoir travailler avec ces sportifs-là, c'est un truc de fou. Par contre, c'est hyper boostant et challengeant. Il faut assumer de la même façon derrière parce que ils vont pas juste exécuter pour exécuter. Ils vont essayer de comprendre pourquoi. Ils vont te remettre en cause. Ils vont beaucoup s'impliquer. Et donc, forcément, c'est pas de tourpeau, mais de l'autre côté aussi, il faut assumer du coup. Ok. Ouais. Ils ont une exigence en fait envers toi qui est aussi grande qu'envers eux, quoi. Ça, tu voulais dire. Ouais, alors ça veut pas dire une exigence, genre je suis au-dessus et tu vois, Aurélie, quand elle était meilleure mondiale, alors je la croise moins depuis quelques années, donc je peux pas me permettre de dire des choses depuis qu'elle était plus sélectionnée là au JO, au dernier JO. Mais ouais, c'est un profil comme ça aussi. Aurélie, 2015, 2016, 2017, où elle était la meilleure nageuse d'eau libre. Et du coup, c'est un peu bizarre ce que je veux dire, ça veut dire que depuis 2018, c'est plus le cas. Mais c'est surtout qu'il y a eu des choses dans sa vie qui a fait que elle a repris les études, elle avait changé de groupe d'entraînement, etc., qui ont fait que je l'ai moins croisé. Mais ouais, c'est ce profil-là. Et encore une fois, en fait, je pense que de l'extérieur, les gens souvent disent ouais, mais moi, je rêverais trop d'être pro, c'est trop bien, j'aimerais trop faire ça. Ah, parce qu'ils ont l'impression que tu vas faire 2 heures de vélo, puis après, tu es tranquille devant la télé et tu joues à PlayStation. Je vais pas te mentir, certains font ça hein, à haut Oui, niveau. oui, je sais. Voilà. Je pense que tu connais des anecdotes par une Il y en personne a en qui ont commun. du talent aussi, hein, donc Mais forcément, tu peux voilà. te Mais ce reposer qui est sûr, dessus. c'est que si tu veux atteindre le très haut niveau, que ça dure des années,
Et quand chez je parle de très, footballeur. très haut niveau, c'est être vraiment le meilleur mondial. Ouais, t'écrases. En fait, quand tu commences à connaître plusieurs exemples, tu te rends compte qu'ils ont tous le même profil, hein. Et encore une fois, c'est très coûteux d'être capable de faire ça. Et tu vois, quand je te citais Vincent, alors évidemment, on va se dire, c'est du triathlon, c'est normal, il fait 3 sports. Serena et Djoko, ils avaient beau faire 15 sports. Honnêtement, ils faisaient pas grand-chose d'autre que dormir sur des semaines d'entraînement, Hmm. C'est encore pire quand tu as un côté vraiment technique dans le sport, quoi, parce que tu dois travailler la technique en plus du physique, quoi, comme le Bah biathlon. ouais, c'est pas le même type d'entraînement. Vincent, on va se dire, ouais, ou Aurélie, c'est des sports où ils se rentrent dedans toute la journée. Oui, c'est vrai, c'est moins technique. Ça veut pas dire que c'est plus ou moins fatigant, c'est différent. Ouais, puis plus tu te rentres dedans, plus il faut être sérieux sur tous les aspects de la récupération. Et mis tout bout à bout, bah, ça t'occupe la journée. Ouais, carrément. Ok, Anaël, on est sur la fin du podcast, là, avec les petites questions rigolotes de la fin. Qu'est-ce que tu penses de coacher son conjoint pour toi? Bah, ça m'est déjà Ta arrivé. conjointe, hein, bien sûr. Ça m'est Ah arrivé, ouais? ça m'est arrivé. Ça m'est Super. arrivé. Euh, C'était bien? C'était bien, oui, oui. Ça m'a fait progresser aussi à l'époque. C'était il y a pas mal d'années maintenant. Euh, bon, j'espère qu'elle n'écoutera pas le podcast. Mais non, non, ma conjointe, quand tu parlais de gens qui ont du talent, bah, pour le coup, elle, en course à pied, en vélo, elle en a réellement beaucoup. Elle en avait beaucoup, elle en a encore, mais bon, on vient d'avoir un bébé, donc elle est un petit peu moins impliquée dans l'activité physique, évidemment. Ah oui, bah, bien sûr. Et quand on s'est mis ensemble il y a plus de 10 ans, j'ai un peu pris la main sur son entraînement et en fait, c'était quelqu'un qui, comment dire, pour le coup, c'est le contre-exemple de tout ce que j'ai dit avant. Elle, c'est que du plaisir, le sport. Donc, Ah s'il n'y ouais. a pas la notion de plaisir, en gros, c'est quelqu'un où si tu lui dis, bah, va faire un footing parce que c'est important de faire de l'aéro, mais c'est juste pour faire un footing sur une route en béton où il ne va rien se passer. Je ne suis pas sûr qu'elle va beaucoup y aller. En tout cas, ça lui coûte énormément. Ouais. Et du coup, bah, quand je m'étais mis à l'entraîner un petit peu, je faisais cette erreur de ne pas vraiment comprendre qui elle était et elle ne voulait pas atteindre le très haut niveau. Pour autant, c'est quelqu'un qui, je ne sais pas si ça parle à tes auditeurs, mais tu vois, en triathlon, je sais pas, elle a gagné des D2 de duathlon, des D2 de triathlon, donc elle avançait un petit peu quand même. Mais en s'entraînant beaucoup moins que les autres et elle a eu ces niveaux de performance-là quand elle était bien dans sa tête dans l'entraînement parce que du coup elle était efficace à l'entraînement. Et en l'occurrence, je ne peux pas me permettre de dire pour les autres conjoints ou conjointes des autres parce que je pense qu'on est tous différents. Mais je pense que ça m'a fait progresser sur le fait de prendre le temps de comprendre la personne. Ah oui, parce Euh, que si tu le fais pas, ça coince direct. Ça coince direct et elle, le but du jeu, malgré que c'était que du plaisir, voulait quand même être bonne en compétition, tu vois. Donc, au final, elle était meilleure en faisant moins, mais en le faisant bien, la concernant, que les mois d'avant où je l'en mettais plus et je lui mettais un peu la tête sous l'eau, ça me cassait les pieds et c'était beaucoup moins efficace. Hmm. Ouais. Bon, bah, tu inverses un peu la tendance. On est plutôt sur un non, normalement, pour cette question. Ah ouais? Ouais. Bon, ouais, encore une fois, je pense qu'il y a plein d'options possibles, hein. Je connais des gens qui entraînent leur conjoint, leur conjointe, ça se passe bien aussi, hein. Eh oui, mais on a Mais tellement tous un caractère différent qu'il y a plein de après, ce qui réponses est sûr, c'est que différentes. je pense qu'il faut compartimenter. Ce qui se passe à la maison, se passe à la maison, et le sport, c'est le sport. Ouais, mais ça peut être difficile de faire ça, même si on le sait. Et si tu devais extrapoler un petit peu à une famille moins proche, tu vois, ça peut être tante, oncle, cousin, enfant, quoique enfant, c'est quand même assez proche encore. Est-ce que tu as peut-être le rôle du père face aux enfants? Bon, là, pour l'instant, tu n'es encore pas à ce stade, peut-être. Tu rigoles ou quoi? Il a 4 mois, je l'entraîne à bloc. Ah ouais, tu comptes les heures de sieste, non? Bah, il n'y en a pas beaucoup, hein. Tu vérifies. Ah oui, c'est vrai que pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, Ah ouais, c'est la heureusement. catastrophe. Ah, c'est un hyperactif, alors. Ouais, ouais, ouais. Euh, Bah, en fait, pour le coup, je réfléchis par rapport à des gens dans ma famille qui font du sport. Hmm.
ou même juste de l'activité physique. Hein. Ouais, est-ce qu'ils t'ont demandé parfois des conseils? Tu as senti qu'ils étaient réceptifs, pas réceptifs? Bon, ça dépend des sujets. Ça dépend des sujets. Mais ouais, encore une fois, je pense que c'est est-ce qu'il va, si on parle d'entraînement, est-ce que ton cousin, ta cousine, ton conjoint, ce que tu veux, saura différencier toi aussi qui a l'entraîneur et il y a le cousin, tu vois. Si c'est pas le cas, c'est pas la peine. En fait, je pense que c'est ça la bonne réponse, de mon point de vue. C'est si vous savez pas, enfin, c'est pas que si vous savez pas, c'est si ce n'est pas possible par rapport à vos personnes et des deux côtés de faire la part des choses, oui, c'est une très mauvaise idée, très clairement. Et du coup, là, je suis tes anciens interviewés, carrément. Ok. Une question, tu l'as abordée un tout petit peu tout à l'heure dans une de tes réponses. Et je voulais te demander si justement tu avais souvent été l'encadrant de. Donc là, en ce moment, tu vois, tu nous parlais que tu étais avec Pierre-Ambroise Boss, mais si tu avais eu aussi des athlètes féminines et si tu avais constaté des différences dans Ouais, l'approche de l'entraînement ou des conseils que tu peux leur prodiguer. ouais, dans toutes les structures j'ai eues quand j'étais surtout avec des athlètes olympiques, sans dire que c'était 50-50, ça dépendait des sélections évidemment, mais on peut se dire que j'avais autant d'hommes que de femmes, suivant les années, les Olympiades, etc. Oui, très clairement, je pense que. Alors, déjà, ce serait. Oui et non. Déjà, je pense que ce serait cliché de dire j'entraîne pas un homme comme une femme, j'entraîne pas une femme comme un homme. Honnêtement, il y a tellement de différence entre deux hommes et deux femmes que déjà, si on retourne en arrière sur notre podcast, c'est juste pas prendre en compte les individualités. Pour autant, là où il faut bien se rendre compte qu'une femme, c'est pas un homme, déjà, ne serait-ce que ce que je viens de vivre avec ma femme, hein, elle peut tomber enceinte. Et pas toi. Elle peut être maman et pas moi. Tu pourras peut-être bientôt. C'est un autre sujet. Quand je serai un hippocampe. Et donc, si elle peut tomber enceinte, c'est tout simplement qu'il se passe quelque chose qui s'appelle notamment les règles, les menstruations, etc. Et là, quand on parlait d'aspect théorique tout à l'heure, même si on ne peut pas dire à tel jour, tel mois, il se passe ça, etc., parce que c'est plus complexe que ça. Ah, ça bouge un petit peu. Ouais. Ça bouge un petit peu, mais on commence à avoir quand même pas mal de notions sur à telle phase, visiblement, l'intensité, c'est pas une très bonne idée. À telle phase, peut-être un peu moins de volume. Mais attention, parce qu'elle sera différente de celle-ci, etc. Oui, en plus de ça. Ouais. Voilà. Pour autant, là où je te suis, c'est que c'est vraiment important de prendre ça en compte si on est entraîneur. Et pour moi, c'est la plus grande différence entre un homme et une femme, très clairement. Et donc, pas simplement planifier en fonction de l'objectif, planifier en fonction du fait que déjà c'est une femme. Et donc, ce serait bien que tu prennes le temps de comprendre ce qu'est une femme d'un point de vue physiologique, avant même de juste dire une femme et un homme d'un point de vue psycho, ça n'a rien à voir. Déjà, juste c'est une femme, encore une fois. Donc, d'essayer de le creuser un peu déjà de façon théorique, d'essayer de le comprendre ensuite sur le terrain, parce que des fois, il y a des choses, ça saute aux yeux à un moment donné. Le cliché du quand une femme a des règles, elle est irascible, il se confirme quand même plutôt souvent. Et plutôt que de dire elles sont chiantes, c'est tout simplement parce que d'un point de vue physiologique, il se passe des choses qui font que certaines le vivent moins bien que d'autres. Et que du coup, il faudrait peut-être adapter l'entraînement. Ça ne veut pas dire ne plus s'entraîner. Ça veut juste dire qu'il y a certains contenus qui ne sont peut-être pas à mettre en place. Quand pour d'autres, ce sera peut-être un petit peu plus possible. Et que si on prend l'exemple tout à l'heure des blessures, c'est un peu la même chose. Si tu tapes à côté à chaque moment de menstruation pour prendre juste les menstruations, vu que c'est tous les mois et 12 mois de l'année, tu vas quand même souvent te trouver. Quoi. Donc, hyper important. Puis après, sur des aspects psycho, il y a quand même, encore une fois, là, c'est très général, mais de façon globale, j'ai quand même souvent beaucoup plus eu de femmes qui aimaient plus l'entraînement que les hommes. En tout cas, l'entraînement, c'est très général ce que je viens de dire, mais le travail de l'ombre un peu plutôt que les projecteurs de la compétition. L'implication au quotidien, la capacité à être dur au mal, etc. Mais ça peut être aussi négatif, ce que je viens de dire. Parce que si tu as certaines femmes qui aiment tellement s'entraîner qu'elles ont tout le temps l'impression qu'il faut en rajouter, remettre plus d'intensité que ce que tu as demandé, etc., tu vas encore une fois taper à côté et taper le mur.
Mais du coup, ça peut être plutôt agréable à certains moments. C'est juste que, encore une fois, je pense qu'il faut prendre du recul et accepter, si tu as ce type de population féminine, d'expliquer et de faire comprendre pourquoi à tel moment ou quoi que ce soit, ou parce qu'il se passe telle chose, attention, parce que ça va être contre-productif. Mais du coup, je pense que parfois, ce serait bien qu'il y ait certains hommes qui s'inspirent des femmes, parce que je pense que beaucoup d'hommes seront souvent, encore une fois, c'est très général ce que je dis, parce qu'il y a plein de contre-exemples que j'ai en tête, mais certains hommes qui seront pas feignants, mais qui en tout cas seront un petit peu plus souvent en train de se plaindre, un petit peu plus souvent en train d'essayer de gratter une série, un petit peu plus souvent en train d'écouter trop de signaux qui ne sont pas importants. Parce que ça ne veut pas forcément dire que tu es fatigué, ça ne veut pas forcément dire que tu es blessé. Mais du coup, le contre-exemple est vrai aussi, encore une fois, parce que, bon, bref, tu as compris tout ce que je voulais te dire. Ouais, à l'inverse, si tu n'écoutes pas assez, des fois. Voilà. Mais le guillemet que je mets depuis tout à l'heure, il est vraiment important dans le sens où je généralise et j'ai plein de contre-exemples en tête. Voilà. Mais ce que je viens de dire, c'est plus souvent reproduit que l'inverse, en tout cas. C'est ce qui fait la règle, l'exception. Ouais, carrément, carrément. Bah tiens, on va terminer, Anaël, avec la dernière question. Si tu avais un conseil à te donner à toi-même il y a plusieurs années en arrière, ça peut être 5 ans ou 10 ans, là, si tu penses à un truc, tu te dis, tiens, ça, je l'aurais fait tel jour, ça m'aurait quand même permis d'avancer plus vite. Bon, avancer plus vite, je sais pas. Peut-être un moment de ta vie où tu as hésité sur un Honnêtement, sujet. Tu as tout le temps foncé, toi. Bah, en fait, ça va faire très présomptueux, mais j'ai un appart-Limpoumé paumé en Lorraine, il y avait 60 habitants. Je suis pas sûr que c'était écrit que j'allais me retrouver à te parler en Israël de l'entraînement de Pierre-Ambroise Basse, tu vois. Mmh. Donc déjà, je pense que ça veut quand même dire, si on a des jeunes auditeurs qui nous écoutent, qu'il ne faut pas se fixer de limites. Il faut bosser, c'est tout, puis on verra bien où ça nous mène. Oui, en fait, ce qui t'arrive aujourd'hui, tu l'avais jamais vraiment imaginé au début. C'est venu Jamais de petit la à vie. petit, quoi. Tu as fait. Quand je suis rentré en STAPS, je me suis jamais dit je vais faire tel truc, telle chose, etc. Et ça, c'est important ce que je dis parce que je pense que quand on est jeune étudiant, on est très ambitieux et on a l'impression que c'est quand on sort de STAPS, de licence, de master, on a plein d'infos, plein de choses en tête. On a l'impression qu'on va changer le monde. Ça va plus ou moins vite pour réussir à aller vers là où on voudrait aller. Ça va dépendre de plein de choses, des choses dans la vie, des choses dans le travail, etc., etc. Et qu'il je pense qu'il ne faut pas trop se formaliser là-dessus. Il faut bosser, il faut se créer des opportunités. Faut être humble, faut être bosseur, etc. Et puis, on se retrouve à un endroit qui n'était pas du tout prévu. C'est pas pour dire encore une fois que je suis mieux que les autres, mais si tu me dis, Annelle, quand tu avais 20 piges, si je t'avais dit que tu aurais fait tout ça les 13 ans qui ont suivi, je t'aurais dit, moi, je pense pas. T'emballes pas quand même. Moi, la première année stable, j'ai jamais fait l'avoir. J'ai jamais ne failli l'avoir, Hugo. Et je me suis retrouvé avec. Ouais. Je suis retrouvé au rattrapage. Ouais, très clairement, mais parce que la première année stage ne me correspondait pas et je ne m'y impliquais pas suffisamment. Mais bon, bref, tout ça pour te dire que c'était pas du tout écrit. Après, oui, du coup, par rapport à ce que je viens de te dire, je pense que là où j'ai dû vite évoluer, c'est que je me suis vite retrouvé avec des gens qui étaient des dizaines de fois meilleurs que moi. Mais où tu avais vite envie de dire des choses quand même. Moi, je ferais comme si, moi, je ferais comme ça parce que j'ai vu ça, j'ai entendu ça. Et honnêtement, quand je sors de master, je suis major de promo. Donc, j'aurais pu me dire, ouais, attends, je suis meilleur de ma promo, je maîtrise tout. Honnêtement, quand tu te retrouves à devoir faire tes preuves devant Yann Lemaire, en fait, tu te rends juste compte que tu maîtrises pas grand-chose. Et qu'en plus, si ça se passe plutôt bien au bout de quelques années, ils te lâchent dans l'équipe de France de tri, tu te retrouves en face des mecs pas t'idolâtrer, mais en tout cas que tu apprécies regarder à la télé parce que tu faisais du triathlon. Donc si je changerais quelque chose, c'est d'être plus vite, plus humble et d'accepter que plein de gens peuvent t'apporter des choses, des gens ou des lectures ou des écoutes, etc.
ou du travail, et que ce côté humble, bienveillant que j'ai appris et je pense qu'il me correspond plutôt, mais à mettre en place, je l'aurais fait beaucoup plus tôt quand j'étais étudiant. Ouais. Ok, ouais. Eh ben, ce sera un joli mot de la fin. Je te remercie une nouvelle fois, Anaël, pour le temps que tu nous as accordé. Parce que je pense qu'en cumulé, on doit être facilement à 3h30. Quand on a compris à travers tes dires à quel point tu étais occupé, c'est d'autant plus valorisant pour nos auditeurs. Je pense que ça leur a fait très plaisir. J'ai demandé les droits d'auteur, les gars. Ça, tu verras, c'est pas avec moi, c'est avec François et Alexandre de Nolio. Tu t'arrangeras avec eux. Écoute, juste te dire que oui, je vais le regretter ce soir quand je vais faire mes mails alors que les autres dorment, évidemment. Et t'en as eu la preuve. Hein. Tu m'as dit, je t'ai envoyé par mail, je ne l'ai pas vu, j'en ai 120 de retard. Mais voilà, je pense que tu l'as compris, que tout le monde l'a compris. Je suis quelqu'un de passionné et ça m'éclate de parler, même si ce n'est pas en direct, avec des gens qui ont la même passion que moi. Parce que je pense qu'il ne faut pas, comment dire, pas se dire faut que je garde les choses pour moi, etc. Encore une fois, je pense que c'est tous ensemble à la fois qu'on progresse, mais sans même juste dire progresser, que si on est passionné, je pense que c'est l'éclat d'aller écouter des gens qui font d'autres choses, qui font différemment, qui ont d'autres points de vue. Et même si on n'est pas d'accord avec tout, en tout cas, moi, ça m'éclate d'aller voir plein d'autres choses différentes. Donc, j'ai échangé avec toi sans réfléchir à ça et sans réfléchir au temps. Et voilà. Donc, il me reste une demi-heure avant la prochaine séance de Pierre, donc c'est parfait. On est large, on aurait pu continuer, dis donc. Je vais en profiter pour bosser un peu. Oui, je rigolais, bien sûr. Merci, Anaël. Et puis, on mettra tous les liens adéquats dans la description en dépiotant un petit peu ce podcast derrière en post-prod. Ouais, merci, Anaël. Ça me fait juste penser à un truc, Hugo. Je suis désolé, je te recoupe la parole. Vas-y. T'as encore une demi-heure. Je t'ai beaucoup parlé de choses comme des articles Le Pape, etc. Juste dire aux gens que mes réseaux sociaux, ils sont purement professionnels. Je mets pas de photos de vacances. Et que quand je fais des choses comme ce qu'on vient de faire aujourd'hui, je mets toujours les liens. Et c'est en principe pas payant. En tout cas, par exemple, si je prends l'exemple des articles, ils ne sont pas payants. Tout le monde peut les consulter. Voilà, je ne gagne pas plus d'argent quand vous les lisez. Je suis payé à l'article. Donc, c'est pas pour avoir plus de followers. Ça ne va pas changer grand-chose. Je ne suis pas un influenceur. Hein. Mais si vous êtes curieux, n'hésitez pas à m'ajouter et ça vous fera de l'info en plus. Tu as bien raison, mais on les ajoutera aussi. C'est cool. Je te remercie, Anaël. Je te libère cette fois-ci. J'allais dire bonne soirée à tous, mais ça ne sera peut-être pas la soirée quand les gens écouteront. Ils l'écoutent quand ils veulent, hein. C'est le principe. Et bonne journée à tous. Salut. Allez, ciao. Tu viens d'écouter un nouvel épisode du Nolio Podcast. Je sais, c'était génial. N'hésite pas à réagir sur l'une ou l'autre de nos plateformes, que ce soit notre page Facebook, Instagram, notre groupe Strava ou sur LinkedIn. Les liens sont dans la description. Allez, à bientôt pour un nouvel épisode. Salut.